On a le droit, en tant que Marocains, Africains, de construire des technologies, de regarder les acteurs européens, américains, dans les yeux et de le dire on est meilleur que vous chez nous. Pourquoi l'Afrique importe 50 milliards de dollars de denrées alimentaires quand elle pourrait nourrir tout le monde? Ce qui m'intéresse, c'est real world problems. C'est les vrais problèmes des gens. Les études montrent que sur 10-20 ans, des pays exposés comme le Maroc pourraient perdre 10 à 15% de productivité sur des cultures comme ça. Dans cet épisode, on reçoit Hamza Al-Khachaham, un entrepreneur marocain qui attaque un problème immense, le défi de l'agriculture en Afrique. Changement climatique, sécheresse, sécurité, souveraineté alimentaire, autant de problèmes adressés par son entreprise Sowit, présente dans plus de 120 pays aux côtés des agriculteurs. Quand on a commencé cette boîte avec mon associé, on l'a commencé avec l'ambition de montrer que l'Afrique pouvait prendre sa revanche. On a des Marocains tech qui ont installé de la technologie au Pérou. Et ça, c'est une fierté. On est quand même dans un pays où les farmers ont du mal à trouver l'eau pour irriguer et pour nous nourrir. Est-ce que tu es capable d'avoir la grinta, les gars qui se tuent parce qu'ils voient le farmer dans les yeux et ils voient ce qu'il lui apporte ici au Maroc? Quelle fierté tu peux avoir quand tu n'es pas capable de te nourrir? Faut quand même apporter une solution à tout ça. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez régulièrement ce podcast n'êtes pas encore abonnés. Donc si vous aimez ce podcast et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. On continuera à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Hamza Al-Kha, bienvenue. Merci. Bienvenue dans Next Wave Podcast. Je suis très content de te recevoir. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en 2018, à Station F. En effet. Station F. Septembre, je pense, ou là, octobre 2018. En tout cas, fin 2018, ou là, pendant l'été, je ne sais pas. Et je crois que c'était le début de Sowit, Exactement. Fin septembre 2018, c'est le tout début. J'ai démissionné en mars 2018. Donc, la boîte est née à Station F en quelque sorte. Et cette rencontre-là, c'était vraiment le early stage. C'était le début. Et je me rappelle, je te croise, on discute. Bon, probablement on discute parce que je n'aime et que quelqu'un nous a... Enfin, je ne sais plus comment on s'est rencontrés, mais c'était un peu l'accroche. Et tu me dis, je fais des drones en Afrique. Je fais des drones pour l'agriculture en Afrique. Je me dis deux choses. Je me dis, le gars est hyper ambitieux. Et je me suis dit, c'est compliqué. C'est compliqué son truc. Et ce qui est top, c'est que voilà, depuis, la boîte a beaucoup évolué. Et voilà, le but aujourd'hui, c'est de rentrer un peu dans le détail, comprendre ce que fait Sowit. Vous faites à la fois, mais tu vas bien toi nous expliquer, des technos pour les agriculteurs en Afrique pour optimiser leur activité. Vous êtes aussi une fintech et plein de nouvelles choses. Donc, il y a eu toute cette transition jusqu'à aujourd'hui où votre outil, je crois qu'il est utilisé dans plus de 100 pays. Exactement. Plus de 100 pays aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est énorme. Et le but, c'est de revenir sur tout ça aujourd'hui. Écoute, avec plaisir. C'est un honneur d'être là avec toi aujourd'hui. C'est vrai que le fait qu'on soit rencontrés en 2018, ça rajoute un petit peu de la mise en perspective sur toute cette période-là, qui a été très forte en rebondissement. À l'époque, Station F venait d'ouvrir il y a quelques mois. À l'époque, on était parmi les premières cohortes à venir dans ce formidable campus qu'est Station F. Aujourd'hui, je pense que les Marocains sont la deuxième ou troisième diaspora, troisième communauté de Station F. Ouais. C'est beau de voir autant d'innovations et de nouveaux produits qui viennent résoudre des problèmes. Et en effet, c'était complexe. On a cet amour de la difficulté parce que les sujets sur lesquels personne ne va sont des sujets qui peuvent être plus intéressants, parfois même plus profonds, et peuvent parfois résoudre des problèmes plus fondamentaux. Et c'est aussi un petit peu ce qui nous attire dans l'agriculture et la technologie, c'est la capacité à les défricher là où les gens rechignent à le faire et là où il y a de la valeur pour tout le monde. Et c'était quoi qu'est-ce qui arrive en premier pour toi? C'est la passion pour l'agriculture, c'est la technologie, c'est faire quelque chose sur le Maghreb, parce que l'activité, elle est beaucoup sur le Maghreb. En tout cas, au début, maintenant, vous êtes en Afrique, vous êtes même au Pérou, tu m'as dit. Donc, c'est vraiment une boîte internationale. Mais c'est quoi ou c'est plutôt par la technologie que tu es rentré? Comment tu es rentré dans le sujet? Alors, ce qui est premier, en fait, c'est la volonté en réalité de montrer que l'Afrique, que les Africains sont capables de se prendre en main. Ce qui est premier, c'est de dire pourquoi cet agriculteur marocain-là produit 2 tonnes par hectare quand cet agriculteur à quelques kilomètres de l'autre côté de la Méditerranée produit 5 tonnes.
Ce qui est premier, c'est de se dire pourquoi les Marocains doivent aller travailler les technologies pour les autres et pas pour eux-mêmes. Pourquoi on est seulement consommateur de technologie et pas suffisamment producteur de technologie. Ce qui est premier, c'est en réalité l'envie pour soi, pour le continent, de prendre une forme de revanche. On a un narratif sur le continent qui est souvent un continent un peu laissé pour compte, un peu en haillons, un peu dénué, un peu dépourvu. Mais en réalité, c'est un continent qui est plein de talents. Pour moi, c'est le futur, mais c'est aussi le présent aujourd'hui. Souvent, on se dit l'Afrique, c'est vrai, sa démographie elle va la recentrer. C'est vrai, ses ressources vont la recentrer. Et puis, moi, je m'amuse à penser que cette Afrique-là, elle est capable vraiment de produire pour le monde. Et c'est peut-être idéaliste, mais nous, on a toujours cru qu'on avait la capacité de le faire parce qu'on avait cette capacité d'avoir le playground mondial, d'aller sourcer les technologies là où elles sont les meilleures, de sourcer les talents où ils sont le meilleur, de connecter les gens avec cette volonté d'être le changement qu'ils veulent voir sur le continent, de leur faire vivre une aventure, une trajectoire où tous les jours, ils se sentent impliqués dans le changement, contributeurs à la réalité qu'ils veulent voir. Et en réalité, ce qui est premier, c'est ce sentiment qui, pour moi, n'est pas un sentiment négatif, la revanche. C'est une volonté de montrer que l'Afrique peut le faire. Et ce qui vient derrière, directement après, c'est une rencontre, celle avec mon cofondateur, qui est, si tu veux, la rencontre qui, en quelque sorte, le permet. Ouais. On va revenir sur la rencontre parce que c'est intéressant, mais tu vois, pour rester sur l'Afrique, il y a deux choses. Moi, d'abord, pour me faire un peu l'avocat du diable, tu sais, les détracteurs de l'Afrique, ils disent que en fait, ça fait 20-25 ans qu'on dit que le moment de l'Afrique, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Que ça fait un moment qu'on dit, mais en fait, l'Afrique, c'est maintenant, et que c'est un discours qui revient, mais qu'on n'y est pas encore. Et ça, c'est la première chose que je voulais te dire et voir un peu c'est quoi ton sentiment sur ça. Et peut-être qu'est-ce qui fait d'un point de vue macro que ça change? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Et deuxièmement, j'aimerais bien, tu vois, pour introduire un peu So It et vraiment bien comprendre les vrais problèmes que vous réglez, parce qu'une fois qu'on a dit l'agriculture, on n'est pas encore rentré dans le sujet, je pense. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, on parle de souveraineté alimentaire, peut-être plus qu'avant le Covid, par exemple. On parle de réchauffement climatique et donc de sécheresse, de plus en plus, surtout en Afrique. Quand on rentre dans les sujets sur le réchauffement climatique, quand on rentre sur les sujets de la sécheresse, il y a des sonnettes d'alarme sur certaines régions en Afrique, etc. Donc voilà, juste pour commencer, j'aimerais bien, je t'ai lancé pas mal de sujets, je sais, mais avoir ton sentiment sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Afrique et où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là, pour ensuite comprendre voilà, comment vous amenez les solutions et quel type de problème vous allez réussir à résoudre. C'est vrai que l'Afrique est encore vue comme un continent qui a du mal à émerger, un continent qui est resté en potentiel, en réserve de développement. La réalité, c'est qu'il y a des Afriques. J'ai eu la chance... il y en a 54. Voilà. J'avais un prof qui disait il n'y a pas une Afrique, il y a 54. Exactement. 54 pays. Et puis cette Afrique-là, moi j'ai eu la chance pendant la première expérience que j'ai eue en France d'avoir un directeur général, Romain Farou, qui m'avait fait confiance pour développer un petit peu le marché en Afrique. À l'époque, on vendait des drones qui étaient utilisés pour faire de la cartographie, surveiller les parcelles, ainsi de suite. Et j'ai eu la chance de travailler dans 22 pays africains. Donc là, c'était ton premier job après école de commerce, exact. C'est ça? Donc directement après école de commerce. Donc moi, j'ai toujours été... Déjà, choix particulier, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un choix particulier, mais parce que le lien à l'Afrique, c'est un lien organique. C'est pas un lien... C'est pas juste l'opportunité. C'est pas juste l'agriculture. C'est pas juste un marché d'1 trillion en Afrique. C'est pas juste qu'il y a 500 millions de farmers. C'est pas juste que l'Afrique importe 50 milliards de dollars de denrées alimentaires quand elle pourrait nourrir tout le monde. C'est après tout ça. Ce qu'il y a en premier, c'est le lien organique, c'est la fraternité, c'est le besoin d'exister. C'est des chocs aussi.
j'ai jamais digéré le discours de Nicolas Sarkozy sur le fait que l'Afrique n'était pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Je me rappelle pas. C'est des signaux qui empêchent l'Afrique d'exister, d'émerger, et c'est ne pas accepter ce statu quo-là. J'ai eu la chance donc dans ce travail-là de visiter, de travailler beaucoup en Afrique. J'ai été dans beaucoup de pays. Et en fait, pour moi, l'Afrique, elle est vraiment plurielle. Aujourd'hui, un pays comme le Rwanda ou un pays comme le Kenya, ou même un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont sur des trajectoires d'émergence où on n'est plus dans une notion de réserve de développement, mais dans une notion d'actualisation. Globalement, le Rwanda, moi, le premier jour où j'ai été au Rwanda, où j'ai vu à quel point les GovTech, l'administration était digitalisée pour émettre un certain nombre de licences, où j'ai vu simplement comment conduisaient les gens, le respect du code de la route, où j'ai vu les fintech, comment la mobile money permettait à des gens, au taxi, c'était impossible de payer son taxi en cash. Donc, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs Afriques, et puis aujourd'hui, le narratif, il tourne sur cette Afrique qui va mal. C'est vrai, une Afrique un petit peu d'État failli, mais il y a une Afrique qui gagne, et je pense que cette Afrique qui gagne aujourd'hui, elle émerge, elle prend le dessus, parce qu'on a des mastodontes qui commencent à se positionner et qui gagnent, des pays comme l'Éthiopie, par exemple, qui sont des pays fabuleux, à la fois par leur culture et par leur capacité à émerger, civilisation, en quelque sorte. Et je pense que tout est une question de narratif, et qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on parle d'Afrique au présent, et on fait référence à ces pays-là. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a 5, 6, et qu'ils sont peut-être pas suffisamment représentatifs à la fois en territoire et en population, mais je pense qu'il pourrait y avoir un effet d'entraînement à l'image de ce qui est arrivé dans d'autres géographies dans le monde. Et du coup, ce lien à l'Afrique, c'est d'abord une volonté, celle de voir cette Afrique qui gagne se répandre à l'échelle du continent. C'est ensuite un plaisir. Moi, j'ai énormément de plaisir à travailler, à voyager en Afrique, à construire en Afrique, parce que je trouve tout simplement que j'ai l'impression déjà d'être chez moi. J'ai l'impression de construire avec des gens avec lesquels on partage une relation d'amitié, des sentiments, des émotions. Et j'ai l'impression qu'on est sur une communauté de destin. Celle d'être ce dernier continent qui se doit de se frayer son chemin au moment où c'est le plus difficile. Climate change, démographie, urbanisation rapide, risques géopolitiques. Et puis, j'ai tendance à être attiré par les situations qui sont particulièrement challenging et compliquées. Et c'est un petit peu ce qui explique. C'est-à-dire que souvent, tu vas chercher les sujets, je veux dire, les plus compliqués, humainement. C'est des choses qui t'intéressent. En fait, effectivement, il faut avoir la capacité de le faire. Et effectivement, c'est là où il faut réussir à comprendre quels sont les moyens pour pouvoir les attaquer. Mais mon naturel, c'est d'aller là où les gens ne vont pas. Et ça a toujours été mon naturel. Parce que c'est pas parce que les gens n'y vont pas que c'est le sujet le plus important. Tu as parlé de la food security, introduire un peu plus SOIT. Effectivement, SOIT répond à 2 problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi l'agriculteur africain est 3 fois moins productif que ses homologues asiatiques, européens, sud-américains. Pourquoi ? Comment on peut attaquer les goulots que sont l'accès à l'information, que sont l'accès à la mécanisation, que sont l'accès à des produits de qualité, ne serait-ce qu'un engrais de qualité, que sont l'accès au financement. Donc, pourquoi cet agriculteur-là n'est pas en mesure de révéler son potentiel ? En sachant qu'historiquement, aucune économie n'a émergé sans l'émergence de sa ruralité. Sauf des économies extrêmement artificielles, servicielles, financiarisées, sans hinterland, sans terre, sans ruralité, sans territoire. Quand tu dis ça, tu penses à quelle région du monde? Par exemple, l'Inde, en fait. Par exemple, l'Inde, la Chine. Typiquement, c'est un pays qui maintenant explose. Et en fait, c'est un pays très agricole, non? C'est ça? Exactement. De toute façon, l'Inde, la Chine, l'Amérique latine, la France. Oui, bien sûr. La France, la révolution silencieuse, c'est une révolution verte. Donc
je pense que le problème auquel on s'adresse, c'est d'abord un problème de productivité de l'agriculteur africain. Et on pense que la productivité de l'agriculteur africain, c'est la master bottleneck de l'émergence. C'est le goulot d'étranglement principal à l'émergence de l'Afrique. Et si on rentre dans le sujet de la productivité, il vient d'où le problème? Il est forcément multifactoriel, mais donc c'est un problème de rendement, parce que tu disais tout à l'heure, c'est 5 tonnes contre, par exemple, 2 tonnes pour une surface. Je ne connais pas bien le secteur, mais je pense pour une surface équivalente, c'est ça la métrique. D'où il vient le problème de productivité? Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que les rendements, historiquement, ont progressé. D'année en année, ils progressent. Globalement, si on prend les rendements dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique n'est pas très loin du reste du monde. On travaille en traction animale, on est en engrais organique, les semences, elles sont fermières, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas la place pour faire une grosse différence. Voilà, tout le monde est nivelé vers le bas. Et puis, bien sûr, il y a l'entre-deux-guerres. Avant ça, il y a la deuxième révolution industrielle. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que l'Afrique décroche. Oui. Les raisons qui font qu'elle décroche, elles sont plurielles. Mais elles sont principalement la mécanisation, puissance de travail. Elles sont principalement la sophistication de l'agriculture, c'est-à-dire l'accès à des produits fertilisants, produits phytosanitaires, ainsi de suite, qui viennent renforcer le rendement. Okay. Elles sont l'accès à l'information, parce que si tu ne sais pas qu'il va pleuvoir demain, tu n'as aucune manière d'organiser tes opérations. Et elles sont, et c'est le point qui est le plus important, l'accès au financement. Parce que la problématique, c'est que les trois premiers points... Si tu n'as pas le financement, tu n'as pas tout le reste. Tu ne peux rien faire. Ouais. Et en fait, quand tu as parlé de l'Inde et aussi de la Chine, c'est les pays... Ils ont craqué Ils ont craqué ce sujet. Okay. Mais ils l'ont craqué par le financement. Si tu vois en pourcentage du PIB, les pays qui financent le plus l'agriculture, c'est l'Inde et la Chine. Parce que ces pays ont compris que si on n'arrivait pas à nourrir sa population, on ne peut pas parler d'émergence. Quelle fierté tu peux avoir quand tu n'es pas capable de te nourrir? Quand tu es obligé d'importer. On l'a vu avec, avec Covid et les supply chains qui étaient en difficulté. Et alhamdoulilah, au Maroc, on a eu une gestion exceptionnelle. On n'a pas vu des supermarchés vides. Ouais. Mais il y a des pays, même plus riches, dans le Golfe, où les gens n'ont rien trouvé à acheter. C'est parce que c'est des gens qui ne produisent rien dans l'agriculture. Donc la souveraineté, ça commence par la souveraineté alimentaire. Exact. C'est la base. Pour moi, c'est la base à la fois de la culture rurale, à la fois de l'économie, parce qu'il faut bien que quelqu'un produise quelque chose pour que quelqu'un puisse le vendre, le transformer. Et aussi probablement la base, un petit peu sur le schéma des autres économies, de pouvoir libérer une force de travail, parce qu'on a de la productivité, qui puisse se consacrer à d'autres sujets. D'accord. C'est très intéressant. Je pense que c'est hyper intéressant de voir que finalement, c'est un retard de développement. Et que moi, ce que je me dis quand tu dis ça, c'est que peut-être qu'il y a un passage de finalement la traction animale, je ne connais pas bien le secteur, mais pour simplifier, à la mécanisation. Mais en fait, peut-être que l'Afrique va rattraper par l'autonomisation. Peut-être que c'est l'étape d'après où certains pays d'Afrique, en tout cas, vont réussir à rattraper avec... peut-être en skippant certaines parties et en passant à ça. Pour reprendre le fil et comprendre comment Sowit a évolué, donc 2016-2017, tu sors d'HEC, tu rejoins une entreprise qui développe des solutions pour l'agriculture en Afrique. Je pense que c'est un peu probablement la première fois où tu fais plein de voyages en Afrique parce que tu faisais du business développement. Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là? C'est quoi les difficultés que tu as? C'est quoi, je sais pas, une anecdote que tu as? Qu'est-ce qui te revient de la période? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, écoute, effectivement, après HEC, je suis diplômé en 2016. Déjà, j'ai toujours eu des velléités internationales et africaines. À HEC, j'ai passé très peu de temps à HEC. J'étais en échange en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'étais en échange en Texas, à Austin. Mes stages, je les ai faits à New York. Donc, globalement, j'ai toujours eu cette volonté déjà de voir ce qui se passait ailleurs
et en particulier en Afrique. Il se trouve que l'Afrique du Sud était le seul pays avec lequel il y avait un échange à HEC, et donc c'est celui que j'avais privilégié. Quand je suis diplômé, la première chose à laquelle je pense, c'est comment je peux me mettre sur une trajectoire dans laquelle je suis très hands-on et dans laquelle j'ai de l'exposition. Pas de slide. Pas de slide. Pas de slide. Oh, pour simplifier, pas de slide. Pas de slide, mais pas la slide en particulier, parce que la slide a aussi la capacité à communiquer de manière succincte. J'avais fait un stage d'ailleurs dans le conseil en strat. Je pense que c'est important de pouvoir communiquer facilement à tout le monde, mais pas de slide dans le sens que ce qui m'intéresse, c'est real world problems. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est les vrais problèmes des gens sur le terrain, et un petit peu au quotidien. Et donc, j'avais besoin de trouver un job dans lequel j'allais être opérationnalisé. Avant de revenir à cet épisode, je voulais vous partager une expérience personnelle. Après avoir vécu à l'étranger, j'ai dû pour la première fois chercher du mobilier au Maroc. J'ai d'abord pensé aux grandes marques internationales, mais on m'a recommandé une marque de mobilier de qualité et fait au Maroc. Cette marque, vous en avez sûrement entendu parler, c'est Sketch Design. J'ai visité leur magasin et j'ai été très agréablement surpris. Ils proposent de la super qualité et à des prix franchement très abordables. Sketch, c'est aussi la plus grande usine de mobilier au Maroc, capable de produire de la qualité à prix compétitif. Et ils sont engagés pour le Made in Morocco. J'ai tellement aimé la marque que j'ai contacté les fondateurs et comme ils ont adoré le podcast, ils ont voulu nous soutenir. Ils ont décidé de proposer à tous nos auditeurs moins 15% sur tous les produits Sketch. Il vous suffira de donner le code NEXTWAVE en magasin. C'est valable jusqu'au 31 mars 2025. Donc allez découvrir tout ça par vous-même dans les magasins Sketch. Ils sont présents à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Allez aussi sur le site internet sketch-design.ma. Quand tu sors d'école, c'est pas très bien vu en fait. Ouais. Pourquoi tu vas prendre un cut sur ton salaire? Je prenais un cut, j'avais des offres qui étaient 30-40% plus intéressantes. Pourquoi tu prends un cut pour aller faire du terrain? Il y a la pression entre guillemets, du groupe. Après, ça reste tous des métiers qui sont top, qui sont bien, etc. Mais mine de rien, quand tu es dans le genre de cercle et d'école, tout le monde fait certains types de carrières. Donc ça te tire quand même vers... Exactement. Et effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être sur le terrain. C'est toujours ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'action. C'est l'action un peu sur le terrain, un petit peu le live. Et du coup, à ce moment-là, quand je cherche ce job, je cherche dans des secteurs où je vais être opérationnalisé. Donc, le BizDev m'intéressait beaucoup, le développement commercial, parce que c'était des métiers qui étaient portés, exposés vers le terrain. Et en fait, quand je suis recruté au début, je ne suis pas recruté pour faire de l'Afrique. Parce que je ne trouve pas de job dans lesquels qui sont portés vers l'Afrique. La tech, l'Afrique, c'est un petit marché. En vrai, tout le monde s'en fout. On ne va pas miser une équipe pour aller développer de l'Afrique. Donc, je suis recruté en tant que, si tu veux, assistant du directeur du développement commercial sur une boîte qui se développe en Europe. Donc, l'objet d'Erinov, c'était, on venait de recruter 6 équipes dans 6 pays européens, de mémoire, Europe de l'Est. Des équipes de BizDev? Des équipes de BizDev. Ok. Et vous étiez l'équipe et nous, on à était Paris, l'équipe centrale à donc Paris. un peu qui chapeaute, mais en même temps qui va écrire la stratégie de BizDev dans les pays, etc. Exactement. Okay. Donc, du coup, quand j'arrive, ma mission première, elle est très simple. Ce que me demande mon manager à l'époque, Damien, il me dit, globalement, on vient de monter une équipe, on veut pousser en champignon, parce qu'on a validé en France, le drone fonctionne bien, on fait 100 000 hectares, on vient de lever 10 millions, et on veut aller très vite avec cette équipe et la supporter. Et il me dit, moi, je n'ai pas la capacité de supporter tout ça. Il faut que tu m'aides et qu'on pousse ça de la manière la plus rapide possible. Mais donc pour l'Europe? Pour l'Europe. Ça reste l'Europe là. Okay. Mes premiers déplacements, c'est les Pays-Bas, Agritechnica, où je supporte une dame d'ailleurs qui est une chercheuse très connue, Monique, qui bossait à l'époque pour Erinov. Ensuite, je fais un déplacement UK, où Simon, à l'époque, faisait le UK. Donc, mes premiers... En fait, mais quand je suis recruté, il me parle d'Europe. Mais tu as l'idée de l'Afrique, il t'en parle? Non seulement j'ai l'idée, mais l'entretien qui consistait à me recruter, c'était cherche un marché et fais-nous un pitch pour développer ce marché. Et mon marché, c'était l'Afrique. Bien sûr. donc, globalement, j'arrive et globalement, 50% de mon temps, je le passe à faire ce qu'ils me demandent.
et 50%, je le passe à construire le pitch pour aller les voir et leur dire il faut faire l'Afrique. Le pitch V2, V3, parce que tu as déjà le premier pitch que tu as fait. Exactement. Donc, tu les travailles au corps pour aller vers l'Afrique. Exactement. Et en fait, à ce moment-là, globalement, ce qui se passe, on est en 2016. Et bien sûr, le Maroc, c'est une porte d'entrée claire pour l'Afrique. Ouais. Il y avait aussi le Sénégal, la Tunisie. Donc, j'avais priorisé 3-4 pays. Et dès que j'arrive, il se trouve que mes 6 premiers mois, mes ventes sur l'Afrique sont supérieures à tout ce que je fais sur l'Europe. Donc, directement, tu te mets d'accord avec eux, tu as une partie de ton travail qui est sur l'Afrique, mais qui n'est pas prioritaire en fait au début. En fait, je me mets pas d'accord. J'amène des devis, j'amène des ventes. Donc, tu vas chercher les clients. Exactement. Ok. Donc, attends, comment tu fais pour trouver, je sais pas, le premier client au Sénégal depuis Paris? Alors, c'est très simple. Globalement, la boîte, elle avait une crédibilité. Donc, par exemple, quand on allait au salon de l'agriculture, je leur disais, OK, laissez-moi un petit corner, je vais le brander Afrique. Et du coup, les clients arrivaient, m'identifiaient. Donc, tu as vu une démarche. Tu avais la crédibilité d'Erinov qui était dans plein de pays européens, etc. Exactement. Et globalement, le premier jour, je suis allé chez la personne qui était responsable un petit peu marketing. Je lui ai dit, extrais-moi tous les emails de la boîte mail contact. Et j'ai passé 2 jours. J'ai récupéré une base de données de 500 ou 600 emails qui étaient des gens en Afrique qui avaient contacté la boîte sans jamais avoir de réponse. Sans avoir de réponse. C'est énorme. Donc à ce moment-là, on commence. Et je pense que globalement, à ce moment-là, il y a 3 faits d'armes qui font que l'Afrique va prendre le dessus sur tout le reste. Le premier, c'était en Tunisie. Donc en Tunisie, j'arrive à sécuriser un distributeur sur place qui est le plus gros concessionnaire de tracteurs pour qu'il puisse être revendeur des solutions drones. Okay. Et donc ça, on fait le contrat, on a les premières ventes. Donc là, il commence à se poser des questions. Ah ouais, c'est pas mal, on arrive à faire, c'est intéressant. Ouais. Donc là, ça, c'est le premier fait d'armes où il commence à me libérer un peu plus. Le deuxième, c'est la vente d'un drone au domaine agricole ici au Maroc. Donc qui a été le premier drone agricole, on va dire, disponible au Maroc et qui a été utilisé pour cartographier les exploitations et pour optimiser l'utilisation de l'engrais. Et donc, effectivement... Le directeur technique des domaines agricoles, c'est Ben Mansour, qui était très porté sur la technologie, sur l'optimisation. Dès ce jour-là, on avait construit une relation et qui était allé jusqu'à commercialiser la technologie. Le Maroc ayant été probablement le premier pays à cette époque à se positionner sur la technologie à travers les domaines agricoles. Et troisième fait d'armes, qui n'est pas une vente, j'avais pitché, on avait des difficultés à vendre pour des raisons réglementaires. Et j'avais pitché une personne qui travaillait à l'Union africaine, que j'avais rencontrée au Salon de l'Agriculture. Et je l'avais convaincu d'écrire un rapport pour prouver, lobbying, globalement, pour prouver que le drone était utile. Okay. Et sur le moment, elle m'avait dit non, c'est pas une priorité et tout. Et donc, j'avais poussé, et j'avais convaincu 2 chercheurs qui, à l'époque, étaient en France et qui avaient travaillé sur des sujets Afrique, d'écrire avec moi ce rapport. Et on l'avait écrit. Et il s'appelle Drone à l'horizon, comment transformer l'agriculture africaine. Et c'est un rapport qui a été publié et puis qui a donné lieu à une décision du comité exécutif de l'Union africaine. Énorme. Pour autoriser les technologies drones. C'est incroyable. Et ça a eu un impact très important parce que tous les pays qui n'avaient pas de réglementation, les opérateurs de drones pouvaient montrer le document. Et il y avait une organisation supranationale qui disait en fait tu as le droit d'utiliser cette techno. Dans les zones où la techno n'était pas réglementée. Chose qui était déjà faite dans l'Union européenne depuis quelques années. Okay. Exactement. Ok. Et donc à ce moment-là, l'Afrique devient le quotidien, ouais. Beaucoup plus prioritaire, etc. Exactement. Et donc là, ça veut dire que tu te mets à faire du business à fond en Afrique. Tu te mets à voyager en Afrique. Déjà, est-ce que tu as des anecdotes de comment ça se passe? Et après avoir fait du bizdev aux Pays-Bas, en Angleterre, etc., qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans ce que tu vois, ce que tu apprends, etc. Écoute, je pense que en Afrique, il faut rencontrer les gens, il faut construire la relation. Signer un contrat à distance par email, DocuSign, impossible. Ça n'existe pas. Trust, earn trust, c'est le plus important. Il faut que les gens sentent qu'il y a cette communauté de destin qui travaille, qu'il y a un sens commun, qu'il y a quelque chose qui nous unit au-delà du business.
Et donc, la construction des relations interpersonnelles est essentielle en Afrique. Ça, c'est, je pense, le premier élément. On est dans des communautés plus que dans des sociétés. C'est-à-dire, on est moins organisé par des éléments mécaniques que par de l'interpersonnel. Le deuxième élément qui change énormément, c'est quand même la difficulté de déployer de la technologie. Moi, je me souviens, j'avais fait une vente au Soudan sur l'un des plus gros acteurs agricole qui s'appelait le groupe DAL, qui a à peu près 30 000 hectares de luzerne au Soudan, qui exporte beaucoup de luzerne vers les pays du Golfe, qui sert à nourrir le bétail. Et en arrivant, j'avais toutes mes autorisations, j'ai été retenu à l'aéroport, c'est très difficile, pas voulu me laisser sortir. Retenu avec les drones? Avec mon matériel, Ok. dans des conditions qui étaient très compliquées. Euh, et, euh, et je pense que c'est difficile de déployer la technologie, il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire. Parce que le premier gars qui arrive, on le retient dans ces conditions, il met une croix sur l'Afrique. Ouais, c'est ça. Donc il faut y croire. Il faut croire Mais que si tu n'as pas de la communauté de destin dont tu parles, si tu n'as pas cette conviction, tu t'arrêtes avant. c'est inutile. Parce que C'est inutile. le business Ouais. est plus facile Exact. dans d'autres Exact. pays. Donc tu te Exact. dis, bon, j'irai peut-être, mais c'est pas prioritaire. Donc là, Exactement. ça te montre qu'il faut avoir de la conviction pour y Exactement. aller. Et je pense le troisième élément qui est aussi très important sur l'Afrique, c'est que je pense qu'il faut être, il faut sortir du narratif, du qualitatif. Il faut quand même être très quanti sur l'approche du business. Globalement, il faut bien maîtriser son investissement, son budget, ses marges. Pourquoi? Parce qu'il y a une dose d'imprévu qui est plus importante. Ok. Et donc, si déjà, de base, les choses, elles ne sont pas bien organisées, bien structurées, le premier imprévu, il te met à plat. Et je pense qu'il faut avoir une vision, justement, quanti, quand bien même les données ne sont pas disponibles, quand bien même c'est plus difficile. Je pense qu'il faut être très rigoureux sur le plan quantitatif et Et se financier. donner de la marge. Exactement. Ouais. Et se donner de la marge dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut marger, c'est clair. Parce que la marge, c'est quelque chose qui protège aussi contre l'imprévu et qui répercute le risque, que ce soit un risque de terme de paiement, ou que ce soit un risque réglementaire, ou que ce soit un risque client, ou que ce soit une taille de marché inférieure, Ouais, tout simplement. bien sûr. Et se donner de la marge aussi, comme tu le dis, au sens figuré, qui est plutôt construire avec de l'air, c'est-à-dire avec du temps, avec des gens, c'est pas un business où tu arrives, il faut du souffle. Et je pense que le souffle et la marge, c'est des choses qui se rejoignent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une approche idéaliste. Clairement, l'opportunité, c'est pour banquer. Et banquer, c'est créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est pour tout le monde. Donc, l'approche business est plus agressive. Et je pense que ce qui permet de la sécuriser, c'est la capacité à nouer des relations interpersonnelles qui sont très fortes. De long terme et humaines. Après ça, donc, tu es chez Erinov, tu es déjà dans l'agriculture, tu as de la conviction de l'Afrique qui existe déjà, mais qui se confronte au terrain. Je pense que ça te plaît de voyager, de connecter avec les gens, etc. Comment ça se passe, le lancement de So It à partir de là? Quand est-ce que tu décides d'y aller et comment tu te lances? Globalement, donc je suis chez Erinov et la problématique, c'est que Erinov ne répond pas aux besoins de mes clients africains. Ah, pourquoi? Parce que Erinov a été construit pour des farmers européens qui opèrent la technologie de manière différente, qui ont un environnement réglementaire différent, des besoins différents. Le farmer européen, à l'époque, son sujet, c'était est-ce que je mets 200 kilos d'azote ou 300 kilos d'azote? Ah, mon farmer actuellement, c'est est-ce que je mets 50 kilos, 80 kilos? Donc, on n'est pas sur les mêmes besoins. La technologie n'a pas le même rôle à jouer. Elle n'est pas opérationnalisée de la même manière. Elle n'évolue pas dans le même écosystème. Donc, mon problème, c'est que je suis frustré à Erinov. C'est qu'à partir d'un moment, mes clients, je les aime. Parce que tu vends quelque chose qui n'est pas créé pour ce marché-là. Exactement. Tu essaies de mettre des carrés dans des ronds, mais à un moment, c'est... Alors, pas créé et aussi pas forcément de volonté au niveau d'Erinov d'ajuster massivement le produit. Donc, si tu veux, moi, le problème que j'ai, c'est que ma relation avec mes clients, c'est une relation très forte. Je suis plugué sur leurs besoins. Je pense comme eux. En interne, je les défends. Je suis eux. Et quand je sens qu'ils sont insatisfaits, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est que je vis une frustration qui vient du déphasage
de ma réponse à leurs besoins. Par exemple, j'ai des clients qui me disent « Hamza, le drone, est-ce que tu peux pas nous faire de l'imagerie satellite parce que je vais pas acheter 30 drones quand même, vu l'autonomie du drone, je vais pas le faire voler 15 heures par jour. » Et du coup, il y a des technologies et quand je prépare le pitch, le marché, « Ah non, nous, c'est que le drone et rien d'autre. » Et en fait, le désalignement, il vient du fait que je n'ai plus confiance dans le produit Airinov pour répondre aux besoins de mon client et que mon client, c'est le farmer africain. Quoi qu'il en soit, c'est le farmer africain. Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, je suis plus à Airinov et je leur explique. À l'époque, ils essaient de me retenir. À un moment, on me propose même de diriger la boîte, de lui offrir un nouveau souffle parce qu'elle n'était pas en super forme juste avant que je parte, parce qu'il y avait beaucoup de compétition d'autres technologies et les marchés commençaient un petit peu à s'essouffler. Il y avait un petit peu un effet, tu sais, vallée de la mort sur la techno. Mais ça répondait pas aux besoins et il fallait que j'aille répondre à ce besoin-là. Ok. Tu décides de partir. Tu as déjà une idée précise en tête, c'est-à-dire, donc tu sais que tu continues en agriculture, mais tu as déjà une idée de techno précise, un objectif précis. Comment ça se passe au début? Alors, globalement, quand je décide de partir, je multiplie les rencontres avec les gens autour de moi dans cet écosystème. J'ai noué des très fortes relations avec des chercheurs, avec des entrepreneurs. Donc, je multiplie les rencontres et du coup, je rencontre mon associé à ce moment-là, donc, qui s'appelle Hamza aussi. Et lui était passionné du drone. Donc, il voyait le drone un petit peu comme un moyen aussi de répondre à du besoin. Et moi, je venais d'un monde où le drone était insuffisant, mais était quand même une partie de la réponse. Mais lui, il n'avait pas la partie agri, en fait. Non, lui, c'était un passionné de drone. Il est assez incroyable dans sa capacité à vraiment comprendre ses technologies, comprendre ses limites, l'amener à répondre à des besoins. Et si tu veux, quand je quitte, mon mindset, il est très simple. C'est ce besoin-là, je vais trouver une manière Quelle qu'elle d'y soit. répondre, quelle qu'elle soit. Au Drone, fond, pas drone, satellite. voilà, peu importe, tant que c'est faisable, scalable. Okay. Donc, globalement, je suis assez agnostique niveau tech, mais il faut démarrer quelque part. Et globalement, quand on se rencontre, on a cette discussion et on comprend tous les deux les limites de la technologie dans son déploiement, dans son réglementaire, dans son coût. Mais il faut démarrer quelque part. Et donc, on démarre avec le drone, mais avec la vision de pouvoir offrir plus, de mobiliser plus de vecteurs de données et d'aller plus loin. Notre vision a toujours été la même. Elle a été venir aider l'agriculteur africain, marocain, à, en quelque sorte, bridger une sorte de gap de productivité. Et en réalité, c'est parce que cette vision-là est inamovible et forte qu'aujourd'hui, on peut le faire de tellement de manières différentes, tout en étant vraiment très cohérent dans notre day-to-day. Parce que l'objectif, c'est le problème. Et c'est le client, quoi. C'est l'agriculteur. Exact. Une fois que vous avez cette idée-là, comment est-ce que vous vous mettez à le faire? Parce que, pour entrer dans le détail, tu rencontres Hamza, donc, qui a plus la casquette technique, etc. Finalement, toi, tu as le lien avec des clients, etc. Mais vous créez un nouveau produit. Lui, il connaît le drone, mais pas le drone pour l'agriculture. Comment vous créez un premier produit, un premier prototype, et comment vous allez vers le marché? Comment vous allez chercher avec ce produit-là vos premiers clients? Écoute, le premier prototype, comme toujours, ça commence sur un bout de papier ou sur une slide ou sur un document Word. Le premier prototype, c'est on s'est posé et on s'est dit qu'est-ce que la donnée drone pouvait sortir, qu'est-ce que la donnée satellite pouvait sortir. Ah, donc il y avait directement la vision satellite aussi. Bien sûr, Okay. Bien sûr. Il y avait une vision d'emblée. Hamza a sorti des images satellites. À l'époque, c'était des images qui permettaient de voir est-ce qu'il y avait un stress en eau, est-ce que la terre manquait d'eau. Et ensuite, on avait des images drones qu'on avait prises. Et en fait, globalement, un peu comme tous les produits qui sont nés à Sowit, c'est né sur un document Word avec définir le problème, rencontrer beaucoup de clients potentiels pour l'affiner et faire un premier niveau de réponse très rapide, j'ai envie de dire très sale. Parce que moi, je me souviens,
Même le formatage du Word, il était dégueu, honnêtement. Enfin, je me dois s'en souvenir. Et je fais un clin d'œil peut-être au client qui l'avait reçu et qui nous écoute peut-être. Donc, c'est Faudel Cherif, qui est un agrumiculteur marocain et qui est aujourd'hui client encore. Donc, parce que on a pris des cartes, on les a mis sur un doc. Ces cartes, elles montraient qu'il y avait des zones qui manquaient d'eau, des zones où il n'y avait pas d'eau, des zones où il y avait de l'eau. On a fait des zones. Cette zone-là, il faut renforcer l'irrigation, cette zone, et on a shooté le truc. Donc là, c'est hyper intéressant parce que même si vous avez l'idée drone, satellite, vous vous dites, c'est quoi le truc qu'on peut faire avec comme moyen rien, enfin nous, et du coup vous faites un produit full satellite en fait, Exactement. qui est sur le papier et qui répond à un problème qui est en fait où est-ce que j'irrigue, enfin je dis ça simplement, mais Bien sûr. voilà, où est-ce que j'irrigue, c'est quoi quelles sont les zones, et sans aller chercher manuellement avec, avec Exactement. des outils de mesure directement au niveau satellite. Donc il y a un vrai besoin côté agriculteur, mais de votre côté, c'est que, entre guillemets, de la technique, mais il n'y a pas de matériel. Et ça coûte, en tout cas, peu d'argent. Exactement. Et c'est intéressant de voir comment vous avez pu, même dans un secteur qui est agricole, technique, commencer avec 3 fois rien, quoi, entre guillemets. Non, c'est clair que le début, il se fait toujours avec 3 fois rien. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi avoir la volonté d'être sur le seuil, c'est-à-dire d'être sur une situation où on est un petit peu à nu, où on affronte le besoin sans vouloir le voiler par 50 milliards de choses, et on commence à y répondre de manière itérative et initialement simple. Parce qu'il faut comprendre. Donc, si tu commences avec quelque chose de très simple, tu peux ensuite avoir une suggestion d'un client sur j'ai besoin de ça en plus, de ça, pourquoi tu le fais pas comme ça. Si tu commences par faire l'usine à gaz, c'est déjà trop tard pour Ouais, la cesse. ouais, Donc, je pense que la vitesse à laquelle on va sur le marché a toujours été notre force. ouais. On est un petit peu bulldozer sur la manière d'arriver sur le Ce marché. que tu disais sur l'action au début, c'est ce qui On compte. est, on a, je pense que les deux valeurs qui représentent le plus Sowit, je pense que la première, c'est bias for action. Je pense qu'on va vers l'action, on adore l'action. Euh, parfois, c'est une erreur d'aller très vite vers l'action parce que tu peux te précipiter, mais en réalité, on adore que le réel la CC qui nous juge, qu'on s'y confronte. T'as un exemple en tête où euh, un jour tu t'es dit, ok, je vois tel truc, bah, en fait on peut lancer un produit, ou je sais pas, on peut faire un changement, ou on peut justement agir pour faire quelque chose, et finalement tu t'es pris un mur. Ah, bien sûr, bien sûr. Ben, clairement, une des activités qu'on avait lancées à un moment, qui était une activité d'utilisation des drones, vu que c'était une technologie qu'on maîtrisait, pas seulement pour détecter un petit peu les cultures et qu'est-ce qu'il fallait faire comme opération, mais pour transporter des produits et les pulvériser. Ben, on est bulldozer bias for action, j'ai envie de te dire time to market, 8 semaines, quoi. Tac, solution, comment, analyse, caméra, importation, premier client. Le premier client est signé avant d'importer. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil, c'est le groupe Zeller, qui est un groupe agribusiness, agro-industriel, très technologique, très porté sur la productivité aussi, l'environnement, et qui a cru en la technologie avant même de l'avoir. Donc, time to market très rapide. Là c'était un petit peu le deuxième produit. Oui, Parce que vous c'était. passez de satellite à un premier drone, c'est En ça? fait, globalement, nous, on a commencé globalement avec une combinaison de drones et de satellites. Ok, ça c'était un peu la première C'était un version peu la première du mouture. produit. Exact. Euh, et donc entre cette V0, on va dire, c'est-à-dire vous commencez full satellite, et le premier produit drone et satellite, il se passe combien de temps? Globalement, en fait, notre V0, c'est drone plus satellite, Ok, vraiment dès le début, ok, parce que c'était une compétence. Donc, on essayait de trouver au drone une complémentarité avec le satellite. Notre V2, si tu veux, c'est drone qui commence à être un peu sur le bac, donc que satellite. Et donc, c'est là où, pour te dire un petit peu l'exemple que je te donnais, on a commencé à faire l'activité, on l'a droppé au bout d'1 an. Donc, on a kill l'activité parce que
Si tu veux aller très vite, c'est parfois aussi surestimer la profondeur du marché auquel tu t'adresses. Donc là, tu parles de quel produit? Drone. Drone. C'est là où, Ok. à l'issue de cette Quand expérience... le drone était vraiment très important dans le produit. Oui. Ouais. Il y avait quand même une partie satellite, mais le drone était très important. Le drone était très important. Ok. Et en fait, on a kill le drone parce qu'on avait surestimé la profondeur du marché du drone. Et globalement, c'est là où tu peux te dire t'es allé trop vite. Mais si tu veux, moi, je pense qu'il y a des gens qui saisissent des opportunités et je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent aux opportunités. Donc, réfléchir, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a appris en école. Mais je pense qu'on nous l'a trop appris. Et qu'on nous l'a tellement appris qu'on nous a déphasé vis-à-vis de l'opportunité qu'on pouvait saisir. Tu sais, le kairos, la tirer par les cheveux pour pouvoir un petit peu la saisir parce qu'elle passe, elle est furtive. Et du coup, on l'a lancé. Ça a fait du business. On a eu plusieurs clients. Mais on a kill parce que la scalability, la mise à l'échelle. Quand tu dis taille du marché, ça veut dire que tu avais des clients qui étaient prêts à payer pour ça, mais c'était un sujet de taille, c'est-à-dire des plus petits agriculteurs, par exemple, n'allaient pas acheter. Ouais, c'est ça. C'est la taille de l'opportunité, c'est-à-dire que le segment de marché qui était prêt à consommer cette technologie pour faire une PME sympathique, c'est cool. Pour faire une boîte qui a l'ambition de résoudre le problème de la productivité de l'agriculteur africain, c'est inutile. Donc, la question, c'est toujours la même. Quelle est la vision? Si ta vision, c'est de faire du cash et de faire juste ça... Une boîte qui marche, qui avance. C'est magnifique. Et c'est des boîtes qui créent de l'emploi, de l'économie. Notre tissu entrepreneurial est constitué de ça. Et tu peux en faire plein, sur plein de sujets. Mais si ta vision, c'est de résoudre le problème de la productivité du farmer africain et que tes clients, c'est 15 personnes qui peuvent bien te payer par ailleurs, mais qui ne répondent pas à ta vision, c'est pas ta vision. C'est inutile. Et tu vois, dans ta vision, il y a deux choses. Il y a ça, c'est-à-dire que tu as, entre guillemets, la mission, j'ai l'impression, la raison d'être de ton entreprise, c'est que vous ne voulez pas régler le problème d'une vingtaine d'agriculteurs qui ont les entreprises les plus innovantes, les entreprises agricoles les plus innovantes d'Afrique. C'est vraiment de résoudre le problème. Et tu as aussi votre vision d'entreprise qui est de faire une entreprise hyper ambitieuse. Et ça me fait penser à un truc, et on reprendra ensuite le fil, et on en parlait juste avant l'épisode sur le fait de faire une scale-up. Enfin, je veux dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a plein de codes, en fait. Donc, il y a les startups qui lèvent des fonds, il y a plus les PME ou les entreprises qui préfèrent lever des fonds ou pas. Donc, il y a plein de types d'entrepreneuriat, mais c'est pas forcément sur ça que je veux rentrer. Moi, ma question, c'est que toi, tu es dans le game, entre guillemets, des scale-up, donc c'est-à-dire des startups qui se financent et qui veulent aller très vite, donc qui ne veulent pas faire 10, 15, 20% de croissance par an, mais qui veulent faire plus, qui veulent vraiment aller très très vite, ce qui a justement une part de risque forcément. Et en général, les rôles modèles de ça, c'est la Silicon Valley, parce que voilà, c'est l'endroit où les startups vont le plus vite. Enfin, en tout cas, c'est la référence. Sauf que toi, tu as ce modèle-là, mais dans un marché tellement différent que c'est clair. Je me demande, est-ce que toi, tu as des rôles modèles différents? Est-ce que tu vois peut-être vers d'autres régions dans le monde? Ou peut-être tu vas me dire, en fait, j'ai pas de rôle modèle et moi, j'avance et je crée mon truc. Mais Zama, c'est quoi ta vision sur ça et comment tu te distingues par rapport à ces codes-là, entre guillemets, de l'entrepreneuriat start-up américain classique qui existe du coup forcément en Europe parce qu'on s'en inspire? Si tu veux, nous effectivement, notre ADN, c'est de régler un problème qui est structurel pour l'Afrique. Et quand tu as un ADN comme ça, ben, tu te dois forcément de mettre les moyens d'avoir une forme d'ambition qui peut paraître parfois comme démesurée, mais qui ne l'est pas si tu délivres. Aujourd'hui, quand on a commencé cette boîte avec mon associé, on l'a commencé avec l'ambition de montrer, et je reviens un petit peu à ce qu'on s'est dit au début, que l'Afrique pouvait prendre sa revanche. L'Afrique, pour prendre sa revanche, elle peut le prendre de plusieurs manières. Elle peut se nourrir, elle peut faire sa propre tech, elle peut construire ses industries, elle peut
émerger et assumer sa culture, construire sa fashion. Il y a plusieurs manières de s'assumer et d'être soi. Et pour nous, c'est extrêmement important que on puisse construire notre propre modèle. C'est vrai que les influences, on a des influences qui sont multiples, aussi bien Silicon Valley, Europe. On a quand même grandi dans un environnement où on est des enfants de la mondialisation et où les frontières pour nous sont relativement poreuses. Globalement, quand je vois l'écosystème tech marocain aujourd'hui, je me dis, c'est juste une question de temps. Je me dis pas, c'est structurel. Je me dis pas, le Maroc, c'est comme ça et ailleurs, c'est comme ça. L'Égypte, qui aujourd'hui lève 10 fois ce que lève le Maroc, était comme le Maroc il y a quelques années. Je me dis pas qu'on a quelque chose à envier au Nigeria. Je me dis qu'on doit prouver qu'on peut faire mieux que le Nigeria. Et donc, en fait, si tu veux, moi, mon modèle, c'est de me mettre des œillères. Ça revient un petit peu au modèle bulldozer. De se dire, il y a un besoin qui est très fort. C'est ça ma boussole. On est quand même dans un pays où les farmers ont du mal à trouver l'eau pour irriguer et pour nous nourrir. On est quand même dans un pays qui a une tradition agricole millénaire, où il y avait des terrassiers, des hydrauliciens au 15e, 16e siècle pour faire les saguiettes. Et aujourd'hui, on a des difficultés juste à irriguer le moindre arbre, le moindre olivier. On est dans un pays où le climat change tellement que dans certaines régions, les oliviers ne fleurissent plus. Il faut quand même apporter une solution à tout ça. Et donc, à partir d'un moment, moi, ma boussole, c'est, si tu veux, l'acuité du besoin. Que ce soit pas sexy, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas encore l'autoroute pour le servir, que réglementairement ce soit pas prêt, qu'il n'y ait personne qui le fasse. En vrai, je m'en fous. Parce que à partir du moment où ton client il est là et il revient l'année suivante, à partir du moment où tu es en croissance, alors c'est vrai qu'il y a des années où on a fait x2, il y a des années où on a fait x1,5. Mais quand je fais x1,5, je monte chez notre responsable financier et je lui dis c'est de la merde. Donc, globalement, mon point sur ça, il est très simple. C'est qu'il faut se nourrir de partout. On n'est pas la Silicon Valley. Le Maroc, il a son temps et son espace. Et il faut l'accepter. Il faut de la patience. Parce que la patience, c'est aussi une forme de croyance. C'est les gens qui croient en un aboutissement qui est favorable. Et moi, je crois que le Maroc aura un aboutissement et l'Afrique aura un aboutissement favorable. Et il faut se donner les moyens de réussir, c'est-à-dire être honnête avec soi-même sur ses chiffres, sur les tailles de marché, sur les marges, sur les trajectoires, et s'entourer de gens qui sont capables d'alimenter la vision et de la faire grandir. Et si tu veux, moi, ce qui m'anime le matin quand je me réveille, c'est très simple. C'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai répondu au problème, la productivité du farmer africain? Est-ce que je suis entouré de gens qui sont capables de m'aider ensemble à répondre mieux aux problèmes? Est-ce que la boîte va dans la direction de la résolution de ce problème? Est-ce qu'elle va dans la direction de résolution de ce problème? Et est-ce qu'il y a du cash dans le compte bancaire? Moi, il y a 3 sujets auxquels je pense. C'est est-ce qu'on est fidèle ensemble en tant qu'équipe à notre vision? Est-ce que en tant qu'équipe, on a les moyens? Si tu es une équipe de 3e division que tu vas aller gagner la Champions League, tu as intérêt à voir Mourinho. Donc nous c'est Porto l'année où ils ont gagné la Champions League, globalement. Donc est-ce que tu es capable d'avoir la grinta? Les gars qui se tuent parce qu'ils voient le farmer dans les yeux et ils voient ce qu'il lui apporte ici au Maroc et ailleurs. Et est-ce qu'il y a du cash? Parce que le cash, c'est l'essence. Parce que tu peux parler 3 heures, tu n'as pas le cash pour venir tester un truc, tu vas résoudre aucun problème. Tu vas rien résoudre. Ouais. C'est hyper intéressant, ça appelle plein de questions, on va y revenir. Moi, j'ai envie de reprendre le fil et continuer sur ça. Et on reviendra sur des trucs que tu as dit, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Tu mets en avant le satellite, donc pour reprendre un peu le fil de So-It. Tu développes commercialement. Et on discutait avant le podcast et tu me disais qu'il y a un moment où vous avez eu aussi envie de mettre de l'IoT, donc la technologie de mesure, donc c'est-à-dire du hardware, c'est-à-dire des capteurs qui sont là physiquement et qui vont faire de la mesure. Pourquoi vous prenez cette décision-là? Ensuite, ça a pris une certaine importance dans votre business. Pourquoi vous avez décidé de rajouter cette partie-là? En fait, effectivement, notre première mouture, c'est satellite plus drone. La deuxième mouture, c'est satellite uniquement, parce qu'on kill le drone pour les raisons de marché, de product market fit très étroits.
Et si tu veux, la troisième mouture, comme tu le dis, c'est l'IoT plus le satellite. Bon, le satellite est un petit peu le dénominateur commun, mais l'IoT plus satellite. Pourquoi en fait? Parce que quand on a kill le drone, techniquement, avec Hamza, et Hamza qui a cette connaissance vraiment très fine de la data, on perdait un vecteur d'acquisition de données. Donc, le drone, ça prend des images à haute résolution, ça prend de la donnée, mais ça ne fonctionne pas. Il faut 2 ETP, il faut des gens pour les opérer, les pilotes, les réglementations, la commission de la province, ça coûte cher. On le perdait parce qu'il n'était pas opérationnalisable pour nous à grande échelle. Mais il apportait de la data. Ouais. Peut-être parenthèse, si on reste sur ça, tu vois, peut-être juste pour que tu expliques un petit peu la techno. Bien sûr. Avant de reprendre ça. Donc, moi, si j'ai bien compris, mais tu vas me dire, en gros, tu as des satellites qui prennent des photos à une certaine granularité. C'est ça. Donc, par exemple, tu peux être sur du 1 mètre sur 1 mètre, du 2 mètres sur 2 mètres, donc tu vas nous dire, etc. Tu as aussi, donc par exemple, si tu as un drone, tu as d'autres types d'informations qui viennent. Exact. Et tout ça rentre dans des modèles au sens algorithme, machine learning, intelligence artificielle, on appelle ça comme on veut, mais donc des modèles, donc du code, donc du software, qui va prendre toutes ces datas-là et qui va faire des estimations. Mais il se trouve que les estimations, elles sont très, très précises. Exact. C'est ça un peu la techno? C'est ça. La techno, c'est 3 choses. De la prise de mesure. Si tu es agnostique tech, que ce soit un IoT, un drone, un satellite, un tracteur, tout prend des mesures aujourd'hui. Donc ta voiture mesure la température en permanence, on pourrait la connecter et sortir des informations. Donc la prise de mesure, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est les règles de décision. Tu algo, IA, ce que tu veux, mais globalement, qu'est-ce que j'en fais du fait que mon olivier n'a pas vu de pluie sur les 12 derniers mois, par exemple. Et le troisième, c'est l'action. C'est une fois qu'il n'y a pas eu de pluie. Donc jusqu'à la recommandation, en fait. Jusqu'à la recommandation. Et ça, exactement. Donc c'est prise de mesure, règle de décision, action. Donc par exemple, on irrigue dans ce point à telle, je sais pas, on dit intensité ou tel volume. Exactement. Il y a eu telle chaleur, l'arbre a besoin de tant d'eau, il faut ouvrir la vanne pendant 1h30. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que tu fais dans ton business, c'est que tu peux avoir des discussions théorique, mais dans les faits, en fait, la question, c'est wesh qu'il y a une lama de l'arbre ou pas. Oui. Et c'est super intéressant parce qu'après, tu as des technologies qui sont hyper complexes et tu as un actif techno qui est ouf. Mais finalement, sur un truc qui est très tangible. Exactement. De toute façon, ce qu'on mesure, l'agriculteur l'a toujours mesuré. Sauf effectivement certaines innovations, mais globalement, on l'a toujours mesuré. Ouais. On mesure la nappe phréatique, son niveau dynamique, on mesure l'humidité dans le sol, on mesure le diamètre d'un tronc, on mesure la température ou l'humidité de l'air, ou on mesure par exemple le débit d'eau dans un système. Enfin, c'est des mesures qui ont toujours été mesurées par différents moyens. Échantillonnage, laboratoire, ainsi de suite. La grosse différence, il y en a 2. La première, c'est qu'elles sont fiables. C'est-à-dire qu'on a des instruments de mesure qui sont installés de manière à mesurer le même endroit, toujours de la même manière. Et la deuxième, c'est que ça mesure en temps réel. Ouais. C'est-à-dire que ce que la farmer mesurait 3 fois dans l'année, il le mesure tout le temps. Et cette différence-là, elle est fondamentale parce qu'elle ouvre un champ monumental d'optimisation. Elle ouvre le champ du temps, c'est-à-dire que j'ai une granularité d'action beaucoup plus fine, et elle ouvre le champ de l'espace parce que je peux raisonner une ferme comme sans ferme. C'est-à-dire que cette zone-là, je fais ça, cette zone-là, je fais ça, cette zone-là, et un petit peu avoir ce qui était un petit peu un frein, c'est-à-dire l'hétérogénéité, devient un asset. Je m'adapte à ces différences pour avoir plus de rentabilité. Et si tu veux ça, quand on perd le drone, on perd ça, parce qu'on perd de la précision. Ok, donc comment ramener de la précision? Et donc, à ce moment-là, comment ramener de la précision? Hamza a une idée, c'est de dire, globalement, pourquoi on ne ramènerait pas de l'IoT IoT, Internet of Things. Capteur. Ça veut dire capteur connecté. Capteur connecté. Okay. Donc, d'ailleurs, un thermomètre connecté, c'est de l'IoT. C'est de l'IoT, voilà. Okay. Pourquoi on ramènerait pas de l'IoT? Mais au début, son objectif, c'était pour rendre l'interprétation satellite plus précise. C'est-à-dire, son objectif, c'était de dire quoi? De dire qu'on allait mieux entraîner l'IA pour que cette IA, elle permette aux satellites d'être plus précis dans l'estimation de certaines variables, quand bien même on n'utiliserait que la donnée satellite. Globalement, je m'explique, sur une ferme, quand tu utilises le satellite tout seul, les pixels sont énormes. Donc, si tu veux, tu as 10 données, en fait. Tu as 10 points de données.
On te dit, en haut de la ferme, tu as ce niveau d'humidité, au milieu, tu as ce niveau. Le problème, c'est que au milieu, j'ai ce niveau, mais dans le milieu, il y a plusieurs niveaux. Et ça, quand tu as le drone, tu peux rentrer à l'intérieur de ce pixel-là et l'explorer. Ouais. Donc, globalement, par exemple, si le satellite peut te donner une information sur 1 hectare, ben, ton unité d'intervention, c'est 1 hectare. Mais si tu mets le drone, tu peux avoir 10 unités d'intervention à l'intérieur de l'hectare. Et c'est ça l'optimisation. Ok. Et ben, Hamza, ce qu'il dit, c'est que peut-être que si on met les IoT, ben, on va réussir globalement déjà à entraîner de l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre une image avec un pixel et pouvoir en quelque sorte casser ce pixel en fonction de ces données in situ qu'on a. En fait, en gros, tu as une grande surface avec le satellite et peut-être qu'en mettant juste une dizaine de capteurs dans des endroits, en fait, tu vas les mettre dans le modèle et tu vas entraîner donc le modèle sur cette data-là, ce qui va faire que tu vas avoir beaucoup de granularité alors que tu as mis seulement 10 capteurs sur 1 hectare. Exactement. Donc, c'est comment rajouter de la granularité d'une manière intelligente avec des modèles d'intelligence artificielle. Exactement. Okay. Donc, c'est des logiques d'interpolation de données discrètes pour essayer de retrouver de la granularité sur un pixel uniforme. Et donc, en fait, quand on fait ça au début, c'est un projet R&D en interne. Donc, on le fait, on importe des capteurs hollandais, on les teste, et donc on commence à travailler et tout. Et donc, au bout de 2-3 mois, ce dont on se rend compte, c'est que les clients fit en quelque sorte avec les capteurs. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas si le farmer aime les choses physiques plus que les choses intangibles, mais en tout cas, quand les clients voient que des capteurs sont dans le sol, ils se mettent à croire plus ce qu'on leur dit. Ouais. Ils se mettent à challenger là, aussi. Là, tes trucs de satellite, on les voit pas. Donc, c'est ça, c'est bien sympa, mais non, c'est trop loin. T'es sûr, c'est précis. Qu'est-ce que j'achète ? En fin de compte, c'est la question. Qu'est-ce que j'achète ? Et du coup, quand on va récupérer les capteurs, en fait, nous, on va pour les récupérer, c'est bon, les amis, le projet R&D est fini. Et l'agriculteur ne nous laisse pas récupérer les capteurs. Non, vous les laissez, moi, je veux continuer. Donc, limite, c'est juste pour démontrer que ton satellite, il fonctionne, en fait. En fait, au début, c'était ça. Au début, parce qu'en fait, tu dis c'est intéressant de le rajouter, ça va rajouter du détail, et tu as envie de l'enlever parce que tu dis en fait mon modèle est bien. Donc ça rajoute du détail, mais j'ai les mêmes recommandations, etc. Exactement. Donc au début, il n'y a pas de valeur ajoutée scientifique, il y a une valeur ajoutée psychologique. Ouais. Pour que le client accepte d'irriguer différemment, le fait qu'il y ait une sonde 24/24 dans son sol et qui mesure l'état d'humidité du sol, ça le met en confort. Ça, c'est des insights de marché, tu peux pas les avoir si tu l'as pas fait. Ça, il faut vivre dans la psychologie du farmer et comprendre un petit peu les leviers, tu vois. Mais globalement, à ce moment-là, c'est que ça. Et donc, à ce moment, on commence à se poser des questions avec Hamza. On se dit, attends, mais c'est bizarre. Il y a aucun gars qui nous a empêché de sortir de la ferme pour prendre un truc et tout. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, à ce moment-là, on se dit, écoute, on va faire un test. On va proposer au client est-ce qu'il veut racheter le matériel. Globalement, c'était une sorte de test, tu vois, en mode... Why not? Moi, j'avais besoin de mon côté un petit peu quanti, de voir un petit peu le willingness to buy du client. Donc, tu dis un prix élevé. Quand tu veux tester comme ça, tu veux tester le marché. Donc, exactement. Tu dis, est-ce qu'il paierait tant? C'est ça. S'il paye tant, il y a un besoin. Exactement. Donc, du coup, je dis au client, OK, pas de souci, est-ce que tu es prêt à payer tant? Et en plus, je lui ai dit... Par contre, si on les enlève, on te maintient à la solution actuelle et tu ne payes que tant. Et le delta, il était de 1 pour 10. Ouais, OK. Et le gars me dit, je prends 10. Ouais, t'es sûr, tu payes maintenant? Ouais, je prends 10, c'est bon. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux rajouter d'autres sondes? Et donc, on sent en fait qu'on... Tu sais, il y a des moments où tu sens les product market fit. Ouais. Alors, bien sûr, un product market fit, c'est pas à l'échelle d'un client. Le product market fit, donc c'est quand tu rencontres le marché. C'est quand ton produit... Il y a une adéquation entre le marché et ton produit. Exactement. Et que l'adéquation, elle est tellement forte. Et que le besoin, en fait. C'est tellement fort. Le product market fit, il est évident. Non seulement obvious, mais si tu veux, le besoin est tellement fort que le gars, ton produit, il est encore à un niveau, mais vraiment basique, et la personne, elle accepte le niveau basique. C'est-à-dire que ce qui drive le business, c'est le besoin. Quand le besoin est puissant, tu peux aller très vite. Et tu peux te permettre de commencer avec, globalement, des choses très préliminaires. Mais quand le besoin est un petit peu hésitant, c'est là où tu as besoin de sophistiquer le sujet. Donc, globalement, à ce moment-là, si tu veux,
On avait déjà l'expérience d'être passé de la première mouture à la deuxième mouture. Ouais. donc là, pour la troisième, on se dit, écoute, il faut faire l'IoT. Et en fait, c'est le vrai sujet parce que c'est pas... À l'époque, c'était pas tant un sujet scientifique, c'est le sujet commercial parce que c'est ce que les gens veulent acheter. Ok. Et je pense que là, pour la première fois, on vit une trajectoire qui est inversée. Et c'est très intéressant à vivre. On a toujours vécu une trajectoire, si tu veux, from labs to field. C'est-à-dire, on construit quelque chose, même si c'est rapide, on l'emmène. Là, on a vécu l'inverse. On a vécu le marché qui a choisi son produit et qui l'a tiré, presque tiré de nos mains. Et à ce moment-là, moi, j'ai la chance, effectivement, avec Hamza, d'avoir un partenaire qui est brillant sur les aspects technologiques, extrêmement polyvalent. Donc, aller du drone au satellite à l'IoT, il en est largement capable. Et je pense que c'est l'un des enseignements principaux quand les équipes de founders couvrent le maximum de sujets et qu'ils ont à la fois l'agilité, la flexibilité psychologique et la capacité à évoluer avec le besoin. Ouais. C'est là où tu construis une belle boîte. Parce que si tu n'as pas la capacité d'avancer ou si psychologiquement tu es figé, tu ne peux pas suivre le marché. Ouais. Et le principal driver, c'est le marché. Et c'est là où le fait que toi, tu es venu pour le problème t'aide, en fait. Et je me pose plus la question, par exemple, pour ton associé qui, lui aussi... Enfin, j'ai envie de dire que c'est encore plus impressionnant qu'il ait réussi le switch, même si toi aussi, c'est très difficile. Mais je veux dire, il est quand même venu avec une techno. En fait, la chance qu'on a... Mais entre guillemets, vu que rapidement vous êtes passé, je pense peut-être qu'il y a eu ce passage-là, mais vous avez réussi à ne pas rester figé, à ne pas tomber amoureux d'une techno. En fait, Hamza est quelqu'un de ultra business driven. Voilà, c'est ça. C'est marrant à voir, mais effectivement, il a un côté extrêmement technique et il tombe amoureux des technos, mais son côté business prend très très vite le dessus. Ouais. Parce qu'il sait qu'on n'est pas là pour la beauté du geste, on est là pour une grosse opportunité, qu'on a construit la réponse à cette opportunité ensemble. Et honnêtement, sa flexibilité dans l'évolution de la technologie, sa polyvalence technique, mais aussi parfois sa capacité à insister sur une technologie et à aller parfois un petit peu contre le marché, c'est des choses qui sont essentielles. Exemple, sur l'IoT, quand on a eu cette troisième mouture, satellite plus drone, le satellite est un peu passé dans le bac parce que le marché a voulu la solution IoT. On a construit le software pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à cette information fiable, de customiser leurs règles de décision et l'action qui en résulte. Et à ce moment-là, en fait, il aurait pu dire, tu vois, globalement, le satellite est dans le bac, il ne sert plus à rien. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va laisser tomber comme on aurait kill le drone. Et en fait, j'aurais pu être aussi un petit peu dans cette approche-là. Et Hamza a insisté pour capitaliser sur cet actif qui est la trame de notre développement, la télédétection satellite. Et il en a fait quelque chose un petit peu contre le marché, jusqu'à ce que le marché puisse l'absorber et voir sa valeur en même temps que l'IoT. Donc, le marché, il ne faut pas toujours l'écouter. C'est un peu paradoxal ce que je dis. Mais le marché... En fait, dans le sens où, à partir du moment où tu as une conviction, il faut aller jusqu'au bout, parce que le marché peut te dire non, mais il faut taper contre la porte, taper contre la porte, taper contre la porte. Exact. Et quand tu changes, c'est qu'il y a un truc qui est évident. C'est pas juste le marché t'a dit, bah en fait, je suis pas sûr, peut-être pas. Et je pense que le principal skill d'un entrepreneur, c'est sa capacité à savoir être à la fois hermétique et perméable plusieurs fois par jour et de jongler entre ces dispositions en permanence. C'est le plus difficile. C'est un petit peu le paradoxe entre l'acharnement et la résilience. Comment tu gardes la tête dans le guidon et tu fonces, tu te poses pas de questions parce que sinon tu n'as pas le bias for action. Et comment tu switches? Je te pose la question. Écoute, pour moi... C'est intuitif ou c'est quand tu as tellement tapé En fait, si tu veux, c'est une question qui est très difficile, mais globalement, moi, j'ai deux repères. Mon premier repère, c'est d'être sur le seuil et de laisser les choses vivre. C'est-à-dire, quand je vois une opportunité, je vais la laisser vivre.
je vais la laisser émerger, grandir. Et mon deuxième repère, c'est d'être très quanti et de revenir à différentes phases de l'opportunité et d'avoir une vision très analytique de l'opportunité. Donc, quand tu parles d'opportunité, tu dis par exemple, on va ajouter un produit. Tu te mets à le faire et là, tu le laisses vivre, tu fais tout pour qu'il fonctionne et tout. Et il y a des moments dans l'histoire où tu prends du recul et tu dis, OK, on en est où? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vendu? Exactement. Qu'est-ce qu'on a margé? OK. Exactement. OK. C'est-à-dire que globalement, et le quanti, c'est pas juste le financier. Hein. Le quanti, c'est que on va appeler 150 clients. Téléphone. Le quanti, c'est pas que le financier. Le quanti, c'est la capacité à faire synthèse et objective. Et en fait, je vais avoir une capacité à laisser les choses vivre et à fermer les yeux sur un certain nombre de choses, mais à attendre le sujet au tournant pour l'assess. Et globalement, pour moi, la différence entre résilience et acharnement, c'est juste qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour délivrer dans l'intérêt d'une vision qu'on a définie et pour une boîte qui a des objectifs. Donc, à partir du moment où quelque chose ne me semble plus en phase avec cette vision et avec la mission et sa pérennité, il faut la remettre en cause et très vite la sortir du radar. Ouais. Ça appelle une autre question qui est aussi, je pense, intéressante. C'est que je pense qu'il y a plusieurs moments dans l'histoire et on n'est même pas encore arrivé, et on va y arriver à tout le sujet financement, parce qu'on a teasé le truc, tu as dit que c'était la partie la plus importante et vous êtes aussi une fintech, donc on va en parler. Mais en fait, ça appelle une autre question, c'est que plusieurs fois dans l'histoire, tu rencontres un client, tu te poses une question, tu fais une analyse quanti et tu changes un peu de direction. Tu fais une rencontre, tu changes entre guillemets de direction, c'est-à-dire que tu kills un produit ou tu rajoutes un produit. Après, il faut revenir dans les bureaux et le dire aux équipes. Et hier, ils faisaient du drone et maintenant, ils font plus que du satellite. Ou ils faisaient pas d'IoT, maintenant l'IoT, ça devient un sujet technique. Comment tu transmets ça aux équipes pour que ce soit accepté et que l'entrain qui existe, la motivation, elle reste? Parce que bien sûr, la vision existe, mais voilà, à chaque fois, tu changes de produit, tu changes de quotidien pour toute l'équipe aussi, ou en tout cas une partie de l'équipe. Comment tu fais ces évolutions d'un point de vue boîte, d'un point de vue team? Si tu veux, c'est marrant, effectivement, quand tu parles de prendre beaucoup des virages de trajectoire. Et des fois, Hamza me le dit aussi, dans le sens où on peut parfois passer d'une trajectoire à l'autre et avoir l'impression d'avoir pris un virage important. La question qui se pose, c'est est-ce que c'était vraiment un virage? La question qui se pose, c'est est-ce que tu as été fidèle en quelque sorte à cette vision initiale? Parce que le vrai changement, c'est le changement de vision. Donc, quand tu as bien transmis à l'équipe la vision? Alors, de toute façon, premièrement, quand l'équipe est là pour la vision, quand les gens ont été recrutés pour venir répondre à un problème bien identifié et auquel ils croient, ils sont les premiers à comprendre déjà que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est vrai que des fois, on a dû arrêter des activités, on a dû procéder à une restructuration d'une partie de l'activité, licencier, donc des choses qui sont pas forcément cool à vivre, mais qui pour moi, je les vis de manière neutre. Parce que l'objectif, c'est l'intérêt supérieur de ce farmer. C'est l'intérêt supérieur de ce continent. Finalement, ma vie à moi, ou ta vie à toi, ou la vie à lui, j'ai envie de dire, elle est secondaire. D'ailleurs, la première chose qu'on demande à quelqu'un dans la boîte, à commencer par nous, c'est quand on prend une décision, on la prend pour la boîte. Si demain, il y a une décision, si toi, tu es manager et que je te demande de faire quelque chose qui t'emmerde et que tu n'as pas envie de faire, mais que c'est dans l'intérêt de la boîte, en fait, on est désalignés à 1000%. Parce que soit on travaille tous dans l'intérêt de la boîte. Demain, tu as une équipe de foot, tu as le goal qui sort avec un carton rouge et un penalty. Tu n'as personne qui rentre, qui met les gants. Et donc, en fait, la problématique qu'il y a, c'est pourquoi les gens sont là. Si les gens sont là parce qu'ils ont pris une augmentation de salaire, s'ils sont là parce que le dernier job qu'ils avaient les a emmerdés, ils voulaient du changement. Ou parce que la start-up, c'est stylé. Ou parce que la start-up, c'est fun. Ils vont pas durer chez nous. C'est évident. Mais s'ils sont là parce qu'ils pensent qu'on a le droit, en tant que Marocains, Africains, de construire des technologies, de regarder les acteurs européens, américains, dans les yeux, et de leur dire on est meilleur que vous chez nous, s'ils sont là pour ça,
ça pose aucun problème de prendre des différentes directions. Et d'ailleurs, la dernière direction qu'on a prise était une direction qu'on a prise parce que on s'est encore une fois rendu compte que malgré que le business dernière mouture IoT plus satellite progressait très vite, on a multiplié par 5 millions de clients en 2 ans. Il faut le financer. Il faut le financer pour répondre à la vision, c'est-à-dire le farmer africain au sens large. Globalement, on aurait pu se dire... Comment tu te rends compte de ça? En fait, c'est très simple. Tu vois ta liste de clients et tu te rends compte que le chiffre d'affaires moyen de ton client, c'est 70 millions de dirhams. Donc, globalement, tu n'es pas en accord avec ta vision. Tu as voulu upgrader la productivité en apportant de la technologie et tu es en train de l'apporter à un segment de marché qui représente 5% des producteurs africains. Donc, soit tu es en phase avec la vision, soit tu veux faire une PME sympathique. Ensuite, il faut choisir. Et du coup, ce que ça génère, c'est marrant, mais effectivement, moi, ce que ça génère en moi, c'est une très forte frustration. Parce que effectivement, d'un côté, je suis extrêmement heureux de voir la puissance du product market fit IoT satellite et comment il délivre et de nous voir vendre au Kenya, au Pérou et de se dire oui, on a prouvé le case. On a des Marocains tech qui ont installé de la technologie au Pérou. Et ça, c'est une fierté. Et ça, c'est grâce à l'équipe Tech Sowit, qui est une équipe state of the art, best in class. C'est des tueurs et ils le méritent. Et ça, je suis comblé et en même temps, je suis vidé par le fait de voir que l'agriculteur petit est laissé pour compte. Encore une fois. Et si tu veux, à ce moment-là, je me retourne vers Hamza et je lui dis on a un super product market fit, on va bien avancer, on croit bien et tout, mais c'est pas ça qui va faire l'ambition. Mais tu sais pas encore la solution quand tu non, dis ça à ce moment-là, quand je lui dis ça, on a commencé à... On comprend c'est quoi le goulot, clairement. On comprend que on va pas changer le monde. Mais je veux dire, tu sais déjà que tu vas adresser ce problème-là quand tu lui en parles, ou tu bien dis, sûr, bien sûr. Tu dis c'est une frustration, mais je sais pas encore. Non, en fait quand on parle de ça, si tu veux, initialement, on se dit que la technologie, comme on la commercialise aujourd'hui, ne peut être accessible qu'à des gens qui ont une certaine éducation, un certain background, qui ont une certaine stratégie technologique. Donc, on voit très bien qu'elle est restrictive sur le marché qu'elle adresse. Et initialement, la question, elle est très simple. Elle a toujours été la même chez nous. C'est comment j'élargis mon product market fit. C'est toujours la même. Parce que ce n'est qu'en l'élargissant que je réponds à ma vision, qui est celle d'amener ce gain de productivité au plus grand nombre. Et donc, de faire que cette Afrique est capable de se voir dans un miroir. Et globalement, quand on y réfléchit, la première idée qu'on a, c'est on se dit « Ah, mais on a beaucoup de data, ben on sait comment on va faire. Le problème, c'est le financement. Ben on va utiliser notre data et la vendre aux banques. Et comme ça, les banques, elles vont avoir de la data. Et en ayant de la data, elles pourront mieux assesser le risque du farmer et mieux le financer. » Donc, le premier truc qu'on se dit, c'est « Waouh, super, on va capitaliser sur tout l'actif data. On va apporter une information dont les banques ont besoin pour faire ce que les banques ont fait en Inde et en Chine, financer le farmer. » Ok, donc là, si on rentre dans le détail, donc tu te dis, j'ai de la data, je peux aider les banques à toujours prendre des décisions, comme on parlait tout à l'heure des décisions. C'est la même chose. Mais d'une autre manière, c'est-à-dire les aider à prendre la décision sur le fait de financer des agriculteurs. Exact. Donc un agriculteur qui a du mal à se financer, si tu arrives à donner de la donnée à la banque qui se dit initialement c'est un peu voilà, je le sens pas trop, j'ai du mal à vraiment assez, c'est dans le doute, je le finance pas. Tu vas lui donner de l'information. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Comment vous arrivez comment vous mettez ça en œuvre? Alors, comme toujours, comme tout à l'heure, comme toujours, globalement, une fois qu'on a cette idée-là, je multiplie les rencontres. Donc, des directeurs de banque, des départements commerciaux, risques, farmers. Je multiplie les rencontres pour comprendre le problème. Et bon, tu as parlé des slides au début, comme quoi ça peut servir aussi. Je reviens à une expérience, c'est marrant, quand j'étais en stage en conseil en strat, j'avais pas mal bossé sur des sujets, un petit peu comme sur ce que tu as bossé M&A.
Et je me rappelle qu'on avait un réflexe automatique quand on bossait sur des boîtes qui étaient cotées, c'était d'aller chercher les notes de broker. Donc, globalement, tu veux connaître la boîte, tu prends les 12 dernières notes de broker sur la boîte. Tout en haut, il y a une information claire, c'est il faut acheter ou pas acheter. Il faut acheter ou pas acheter, il faut investir ou pas investir. En un mot. Et après, il y a le rationnel. Et ben, en fait, je prends une note de broker. Vraiment. De l'époque d'ailleurs, parce que je voyais trucs, j'ai réussi à trouver un doc. Je prends une note de broker JP Morgan sur laquelle était scorée une boîte. Et en fait, j'ouvre mon PowerPoint et je me dis, je vais créer la note de broker Agri que les banques utiliseront pour financer. C'est une idée excellente parce que c'est du scoring, donc c'est de la note. Donc finalement, tu peux parler de note broker ou parler de notes aussi d'un Moody's, des instituts de notation, etc. Mais c'est toujours ça, c'est une recommandation et de l'information. Donc le fait de reprendre ce modèle-là, c'est hyper intelligent. Et comme d'habitude, moi, j'ai qu'une moitié de la réponse. Donc je fais le truc, je le conceptualise dans ma tête, je le pose et je le shoot à Hamza. Parce que je ne suis pas capable d'avoir les règles de décision qu'il y a derrière. Ouais. Globalement, ce que je mets les cartes satellites, je mets les différentes catégories de données qu'on a. Climat, c'est un déterminant important. Historique de l'agriculteur avec le satellite, historique de production, sol, type de sol, topographie. Globalement, je mets tous les trucs qu'on a. Mais si tu veux, j'ai aucune idée sur comment ces trucs-là vont contribuer à faire ce que tu as dit, la petite note en haut. Exactement. Qui dit hold, leave, sell, achète, voilà. Ne fait rien. Ouais. Et donc, je balance ça à Hamza. Et Hamza, à ce moment-là, on a une discussion. Il me dit, est-ce que tu veux un travail de fond ou est-ce que tu veux un travail pour aller sur le marché? Bien sûr, un travail pour aller sur le marché. Parce que ce que dit le client, ce qu'il veut, ce qu'il pense vouloir, y a des mondes. Et moi, j'ai besoin de le confronter au truc pour le voir. Donc, Hamza me produit un truc en un temps record. Je pense en 2-3 jours, il me sort les règles de décision. Il me sort les notes par catégorie. Et donc, je lui donne des agriculteurs et il me sort les scores. Lui, il a 15 sur 25. Il fait une espèce de scorecard, donc en fonction des catégories. Exact. Il va pondérer, il va sortir un résultat. Exact. Oui, non. Exact. Moi, je lui avais balancé les 5 catégories et j'avais balancé des scores en mode 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 par catégorie indicative. Et lui, il a donné vie à ces scores avec des vraies règles de décision backées scientifiquement. C'est en 3 jours. Donc, c'est à la fois un exercice... on va dire, de capitalisation sur tout ce qu'il a absorbé depuis le début, à la fois un exercice à dire d'expert en quelque sorte, et en même temps un exercice de vitesse pour sortir quelque chose qui fait sens. Globalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surnoté le climat pour dire que quelqu'un qui n'avait pas de pluie et pas d'eau, c'est quelqu'un qu'il ne fallait pas financer. Il a surnoté les sols quand les sols étaient avec des topographies très difficiles à travailler. Il a surnoté les farmers qui n'étaient pas professionnels et qui avaient des cycles de production non périodiques. Il a appliqué de l'intelligence. Et ce qui est super marrant pour l'histoire, c'est que quand on a mis une de nos meilleures data scientists sur le sujet et qui a bossé dessus pendant 3 mois, elle n'a pas sorti quelque chose de très différent, sans savoir ce que Hamza avait fait. Parce qu'après, vous avez pris le temps de le faire bien sûr. En fait, le temps de la vente et le temps de la production sont différents. Une fois que le besoin est validé, on ne sait pas ce qu'on vend. Une fois que le besoin est validé, le besoin valide l'investissement. Et l'investissement fait qu'on met du cash pour sortir le truc à temps. Ouais. Et le cash, c'est le temps. Des équipes, des alcools, etc. C'est le temps. OK. Et donc, à ce moment-là, on sort le produit pour les banques. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, premier produit simple. Super on simple. Revient sur ça. C'est toujours ça. Un autre Word, entre guillemets. Deuxième produit. Donc là, vous validez le besoin. J'imagine que vous mettez d'accord avec une banque, probablement, pour les aider à faire du credit scoring, c'est-à-dire noter un certain nombre d'agriculteurs. Exact. Alors, pour le juste mot, c'est plutôt du farm scoring, parce qu'ensuite, eux vont intégrer ça à de la donnée financière pour avoir un credit scoring. D'accord, parce qu'eux, ils avaient déjà... les impayés. Voilà, exactement. Une fois que vous vous dites que, donc, OK, il y a un besoin, donc finalement, il faut aider à financer les agriculteurs, comment vous exécutez cette vision, enfin, cet objectif? Comment vous exécutez ça? Comment vous évoluez dans le sens plus du coup de la fintech que de l'agritech, même si voilà, tout ça, en fait, on n'a pas besoin de mots. Encore une fois, on a dit le but, c'est de servir le besoin. Mais c'est quoi les étapes ensuite c'est très simple. Une fois que le besoin a été validé,
une fois, il faut le valider plusieurs fois parce que il faut que ça constitue plutôt un pattern qui répond à un besoin d'un segment de marché plutôt à une volonté plutôt singulière. Et donc ça veut dire qu'on reprend le bâton de pèlerin, on fait la liste des 50 ou 100 banques qui financent l'agriculture en Afrique et on va les voir une à une. Et donc du coup, moi j'ai été en Égypte, voir de Agricultural Bank of Egypt, j'étais en Angola, j'étais en Côte d'Ivoire, Sénégal, enfin voilà, là où les banques ont une stratégie de financement de l'agriculture importante, et je les rencontre. Et je me rends compte effectivement qu'il y a un besoin qui est très fort, qui fait que, par exemple, on signe la TADB, qui est le Tanzanian Agricultural Development Bank en Tanzanie. Donc, on arrive à signer à distance des banques pour consommer de la data pour le risque. Okay. Et donc, à ce moment-là, on a une sorte d'euphorie. Wow, API service, full data, full software vendu. En plus, en API request, c'est-à-dire à chaque fois que la personne demande la donnée, elle paye. Donc, on est vraiment, pour le coup, tu parlais de Silicon Valley. Là, on est sur un business model Silicon Valley-like. Et l'euphorie nous prend, on accélère un petit peu le sujet. Par accélérer ce sujet, qu'est-ce que j'entends ? J'entends construire le produit. Donc, on construit l'interface, le software, on construit tout ce qu'il y a pour pouvoir le consommer n'importe où dans le monde. Et on commence à vraiment se confronter au marché de manière plus large, c'est-à-dire à caler... c'est classique, quoi. Tu as ton CRM, tu as tes 500 banques, tu as tes emails sequencing, tu balances, ça cale des rendez-vous et tu as ton BizDev qui, tous les jours, parle à toutes les banques pour placer le produit. Et en fait, ce dont on se rend compte en parlant aux banques africaines, et c'est là encore, c'est pour ça qu'il faut aller très vite sur le marché. Parce que si tu passes 6 mois à réfléchir au truc et que tu t'en rends compte 6 mois plus tard, tu es mort entre-temps, tu n'as pas la trésor pour vivre ce temps-là. On se rend compte que la décision de financement de l'agriculture, dans certains pays africains, c'est une décision politique et pas économique. Globalement, que beaucoup de banques vont financer l'agriculture parce qu'on leur demande de le faire. Le gouvernement demande de le faire. Attends, on a le PIB à 30%, il est agricole, tu finances à 1% l'agriculture, tu fais quoi ? Que les décisions de financement de l'agriculture, elles sont faites pour financer des très gros projets qui sont par définition ceux qui sont les moins risqués, et que le banquier, en réalité, a très peu d'appétence pour le risque agricole. Et quand bien même tu lui montres que tu vas t'adapter à son approche parce que tu es une note de broker, ce que le banquier te dit, en quelque sorte dans certains pays africains, c'est dans tous les cas, je n'ai pas le choix. La région de Korogo, je vais la financer. Parce qu'il faut que je la finance et parce que c'est la première région productrice de riz, que ton scoring soit bon ou mauvais, je vais financer les riziculteurs. Et en fait, on comprend donc pourquoi les banquiers ne financent pas suffisamment l'agriculture et on comprend aussi pourquoi c'est difficile pour un produit rationalisant le risque agricole de scale-up, parce que c'est un produit qui crée plus de problèmes que de solutions. Dans le sens où il pourrait venir documenter les décisions qui sont arbitraires ou en tout cas motivées par autre chose. Exactement. Et donc à ce moment-là, c'est une désillusion qu'on vit un petit peu. Bon, notre business V1, V2, V3 fonctionne, hein, la mouture IoT. Dans tout ça, c'est ce que tu me disais, mais en fait, le business IoT avec du satellite, etc., est un business qui avance, qui évolue, exactement, etc. Exactement. Ouais. Il vit sa vie. On a une excellente équipe commerciale. En réalité, aujourd'hui, quand j'interviens, je pense que je cause plus de problèmes que de solutions, à part peut-être un peu les coacher et les aider dans la démarche commerciale à comprendre ce qui fait une bonne transaction. Parce que dans le commerce, c'est tout d'abord relationnel avant d'être transactionnel. Et je pense que c'est important pour eux de voir aussi bien la dimension humaine, psychologique que la dimension purement de vente. Et aussi de construire un process mécanique commercial, data-driven, qui permette d'aller vite et de bien piloter l'activité. Mais si tu veux, ça fonctionne bien. Et mon intervention, elle est minimale. Sur ce sujet-là, quand on vit un petit peu cette forme de désillusion, c'est difficile. Mais à ce moment-là, on a un partenaire qui est IFC. C'est un petit peu le bras financier secteur privé de la Banque mondiale, qui vraiment nous a toujours un petit peu vu de loin et a toujours considéré que la donnée qu'on avait consolidée sur le Maroc, tout du moins, était essentielle
ne serait-ce que pour comprendre l'agriculture, les régions, les risques climatiques, les agriculteurs, leurs besoins. Donc on a toujours eu des discussions avec eux, en tant qu'organisme de financement qui avaient besoin de comprendre le risque agricole, et nous, en tant que boîte qui avait consolidé un active data. Et donc eux avaient beaucoup encouragé le credit scoring, parce que eux nous disaient, Hamza, si tu fais le credit scoring à cette banque, ben écoute, moi je peux la financer, parce que eux c'est une institution qui finance les banques, donc auprès desquelles les banques vont chercher des fonds. Et on peut les financer et on peut leur dire même, écoute, pour tel pourcentage du financement qu'on te donne, tu fais de l'agri parce que j'ai un outil pour toi pour le faire de manière dérisquée. Et donc, quand ils voient que ça ne fonctionne pas, je pense que pour eux, c'était évident dès le début que ça n'allait pas fonctionner et qu'ils nous ont laissé vivre notre moment avant d'avoir l'analytique et la synthèse. Et probablement parce qu'en vivant notre moment, on a construit un super actif de credit scoring qui probablement allait être aussi la pierre angulaire de la suite. Cette suite étant globalement, je ne la nommerai pas comme une version parce que c'est une entreprise en soi, elle s'appelle Takamul Fillah. Takamul dans le sens de la complémentarité entre les agriculteurs et l'institution financière, entre les agriculteurs et la technologie, et nous, entre les agriculteurs eux-mêmes, entre les agriculteurs et leurs acheteurs. Mais Takamul est né en fait de la prise de conscience que la seule manière de scaler la technologie dans l'agriculture, c'est de trouver une manière de la financer. Et de faire en sorte que cette manière soit incolore, indolore pour le farmer. Et c'est cette prise de conscience-là que la finance était la master bottleneck, que sans finance, tu ne pouvais pas répandre la technologie à grande échelle, et encore moins les semences de qualité et les engrais de qualité, que sans finance, le marché non solvable, non financé, non inclus dans le système financier était non adressable. Et en fait, ce shift-là, qui est notre capacité à mobiliser notre active data, à le mettre au service d'un nouvel actif de credit scoring et d'assessment du risque, et en faire une pierre angulaire pour amener tous les acteurs de la chaîne de valeur à travailler avec l'agriculteur, et en premier lieu les banques, parce qu'elles avaient un outil et un mode opératoire qui leur permettait de financer l'agriculteur en étant à l'aise. C'est ce qui a donné naissance à Takamul, et ce qui a fait que Takamul a permis de rentrer dans le portefeuille d'agriculteurs, des petits agriculteurs à Soweït, au point que 2 ans plus tard, on a quasiment autant de petits agriculteurs que de grands. Aujourd'hui. C'est très, très, très intéressant de voir comment, encore une fois, ça s'est passé par étapes et finalement, vous êtes rentré par le credit scoring et finalement, vous avez évolué. Quand on parle de Takamul, est-ce que, si on rentre dans le détail de comment ça fonctionne, comment ça se passe aujourd'hui ? Comment vous interagissez avec ces petits agriculteurs pour les aider à se financer? Comment ça se passe? Bien sûr. Donc Takamul, en fait, aujourd'hui, est ce qu'on appelle un agrégateur dans l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un organisme, une entité qui encadre les agriculteurs pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour produire plus et mieux. Ça veut dire quoi, leur apporter tout ce dont ils ont besoin? Ça veut dire être en mesure de leur apporter un produit d'assurance, de l'engrais, des fertilisants, de la mécanisation, l'accès au marché, c'est-à-dire tout ce dont l'agriculteur a besoin pour qu'il se concentre sur son activité de production. Donc il arrive sur Takamul, il peut trouver du financement, oui. Il peut trouver une assurance et il peut trouver les outils qu'il a besoin d'acheter pour son exploitation. Exactement. Donc en fait, quand il arrive sur Takamul, Takamul, avec toute la data qu'on a, nous permet de sizer son besoin de financement. Okay. Donc de construire son compte de résultats prévisionnel. Et de le scorer à côté pour savoir s'il est éligible. Parce que notre objectif, c'est de limiter le risque. L'année dernière, sur la première saison, on a eu 0 défaut. Ce qui est impensable dans l'agriculture. Quand il arrive, on lui dit « Bonjour, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire des céréales. Très bien. » On le score, on lui dit « Tu vas avoir besoin de 4000 dirhams par hectare. Pourquoi? 700 dirhams pour la semence, 900 dirhams pour l'engrais, tant pour le phytosanitaire, ainsi de suite. » Et en fait, on a des institutions financières partenaires, donc par exemple M&A Microfinance, qui est une microfinance partenaire, ou le Crédit du Maroc, auprès duquel, si tu veux, on va placer cette opportunité. Une fois comme le ferait un broker, comme le ferait un courtier. Quand on place cette opportunité, la banque accepte de financer l'agriculteur
non seulement parce qu'il est positivement scoré, donc on a dérisqué un certain nombre de risques, comme le manque de pluviométrie, un terrain accidenté, un agriculteur non professionnel. Pourquoi? Parce que vous avez les outils que vous avez développés par ailleurs? Parce qu'il a été positivement scoré par notre data. Ok. Mais plus que dérisquer l'agriculteur quand il entre dans le système, on le dérisque parce qu'on va gérer sa saison. C'est nous qui allons tout lui livrer tout au long de la saison à travers nos partenaires. Et c'est même nous qui allons organiser la vente de sa production, qui d'ailleurs est nantie et qui représente son collatéral pour son crédit auprès de nos partenaires. Pour expliquer ça, je pense, donc ce que tu dis, c'est que vous ne faites pas que du scoring, vous avez aussi tout ce que vous avez développé par ailleurs, c'est-à-dire les outils techniques, l'IoT, etc. Et vous allez l'accompagner pendant sa saison. Donc là, ça dérisque un petit peu. Et donc quand tu dis nanti, c'est-à-dire que la banque, elle a une garantie qui est la production. C'est ça. Donc, ce qu'il va produire sur cette année-là, c'est une garantie pour le financement. Donc, finalement, la banque s'y retrouve en termes de risque. Sachant que ce qu'il a produit est déjà vendu parce qu'on a contractualisé avant même la saison l'acheteur. À travers Tekamol. Donc, vraiment, Tekamol est une espèce de marketplace au centre de l'agriculteur, du financement. Exactement. De l'acheteur, du client, etc. Tekamol organise la saison des agriculteurs de A à Z en étant finalement cette idée-là qui vient répondre à la vision initiale d'aller taper tous les goulots d'étranglement, ce qui explique que nos agriculteurs, l'année dernière, ont eu des revenus supérieurs aux autres agriculteurs. C'est parce que Tekamol, en levant le master bottleneck, le goulot du financement, lève avec le goulot des semences de qualité. Tous nos agriculteurs sèment des semences certifiées, lève le goulot des produits phytosanitaires et engrais de qualité. Tous nos agriculteurs sont fournis en formulations spécifiques qui correspondent aux besoins de leur parcelle, lève le goulot de la mécanisation. Les fournisseurs qui leur fournissent le travail de mécanisation sont tous des fournisseurs audités et suivis, et lève le goulot de l'accès au marché en amenant un prix supérieur au marché aux agriculteurs. Et donc, Tekamol est venu réorganiser toutes les technologies de Sowit de manière à les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est vraiment passionnant de voir comment, je pense que, tu vois, on a suivi un peu l'histoire et voir comment tout ça se relie finalement dans une espèce de solution qui est claire, qui est compliquée, mais qui est claire en fait. Et je pense que ça n'aurait pas pu forcément arriver sans tout ça. Donc, c'est très intéressant de voir toute cette histoire-là. Aujourd'hui, si on se projette, c'est quoi Sowit dans 5, dans 10 ans? Ça peut toujours évoluer comme on a vu dans l'histoire, mais à chaque moment, je sais que tu as un cap, tu as une vision. L'objectif, il est clair. Est-ce que tu as des objectifs qui sont précis pour les prochaines années? Bien sûr. Sowit est une boîte qui a mis 4-5 ans à trouver de manière solide ces 2 product market fit, qui sont l'IoT pour aller optimiser l'eau, temps critique, et Tekamol pour aller généraliser la technologie et tout ce qui va avec et faire ce sursaut de productivité. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y aura pas d'autres versions. Ces 2 marchés-là sont suffisamment profonds aujourd'hui pour être adressés de manière mécanique avec un maximum de focus. Et donc, si tu veux, notre horizon stratégique à 3 ans, pour Tekamol aujourd'hui, on orchestre 3200 hectares, c'est de faire 40 000 hectares. Ce qui nous rendrait un acteur prépondérant dans la sécurité alimentaire de notre pays, d'autant plus que c'est 40 000 hectares de céréales. Et Sowit, quelle est cette capacité à peser sur l'enjeu de stress hydrique et d'eau, en allant non seulement internationaliser ce savoir-faire, qu'on a déjà commencé à internationaliser, mais plus encore, parce que le Maroc a le savoir-faire de l'eau, comme je le disais, depuis les Almoravides, les Almohades, Nasra Kano qui hafrou Saguet sur des dizaines de kilomètres, et l'irrigation est venue dans cette culture du Maroc, de l'Andalousie, de la gestion de la rareté. Et je pense que ces 2 actifs, l'optimisation de l'eau et de la production, stand-alone technology pour les gros farmers, et la mise à disposition de tout l'actif technologique via le financement, ce sont les horizons stratégiques, et il ne pourrait y avoir d'autres horizons stratégiques. Ce qui peut-être explique qu'une boîte, pour trouver ses product market fit, pour trouver ses marchés profonds, pour être en adéquation avec sa vision initiale, elle a besoin de temps.
Ça, ouais. Et donc, dans 5 ans, j'espère qu'on pourra dire que Sowit est un acteur prépondérant dans la sécurité alimentaire du continent africain, de manière chiffrée, tangible. Aujourd'hui, quand on voit qu'avec 3200 hectares, on peut représenter 10 000 tonnes de céréales sur les régions de l'Gharb ou d'El Zaïr, 10 000 tonnes de céréales, c'est une réalité qui devient importante à l'échelle locale. Demain, faire 40 000 hectares et faire 120 000 tonnes de céréales ou 150 000 tonnes de céréales sur un pays qui, avec le stress hydrique, par exemple, l'année dernière, était à une production de 2,5 millions de tonnes, on commence à être un acteur qui pèse sur une production qui est extrêmement essentielle. Et c'est ça notre vocation. Notre vocation, c'est d'apporter des solutions à l'enjeu de productivité, d'autant plus que beaucoup se trompent. Aujourd'hui, la trajectoire, elle a une baisse de la productivité avec le changement climatique. Les études montrent que sur 10-20 ans, des pays exposés comme le Maroc pourraient perdre 10 à 15% de productivité sur des cultures comme ça. En particulier à cause de l'eau? À cause de l'eau, à cause du changement climatique, c'est-à-dire des régimes de pluie, à cause des fortes chaleurs, à cause des événements extrêmes, des vents chauds, shergui, ainsi de suite. Quand tu parles d'augmentation de la productivité, c'est bridger la baisse de productivité et en plus aller plus loin. Bien sûr. Nous, notre ambition, c'est de doubler la productivité. Ouais. Donc, effectivement, ça implique non seulement de bridger et d'aller beaucoup plus loin. Et on est très content parce que les données le prouvent l'année dernière. Quand nos agriculteurs vendaient le quintal de céréales à 275 dirhams le quintal, les autres agriculteurs le vendaient à 245 dirhams. Donc, on leur a apporté le levier sur le marché. On leur a apporté l'effet prix en plus de leur apporter l'effet volume. On est aussi cette centrale d'achat. On gère pour eux tous ces volumes de crédit. Et donc, en gérant pour eux, en tant que courtier, en quelque sorte, ces volumes de crédit, on leur permet de bénéficier d'achats de masse et d'avoir des produits moins chers. On est un acteur de renforcement du PNL, du compte de résultat du farmer. On l'amène à produire plus pour le bénéfice de tous, mais aussi pour son bénéfice personnel. Ouais. C'est vraiment très, très intéressant. Et vraiment, je vous souhaite d'arriver à atteindre ces objectifs-là qui sont vraiment intéressants. J'ai 2-3 questions de fin. Bien sûr. Avant de finir, même si je pense que franchement, on pourrait rester encore longtemps, parce que c'est vraiment très intéressant. Peut-être, tu as parlé de plein de choses, de ce qui fait un bon entrepreneur, etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre où est-ce que tu te nourris en dehors de ta boîte, où est-ce que tu cherches ton énergie, comment tu organises un petit peu ta vie. Voilà. Comment tu trouves cette énergie-là? Est-ce que tu la trouves ailleurs? Comment tu organises ta vie pour réussir à toujours garder cette énergie, pour continuer à avancer, etc. Comment tu arrives à faire ça? Je pense que pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des points d'ancrage. Des points d'ancrage qui me permettent de limiter l'instabilité dans mon quotidien et d'être efficient. Pour moi, il y a en quelque sorte, il y a une forme de monothéisme un petit peu en 3 lieux. Il y a Dieu, bien sûr, qui est le point d'ancrage, parce qu'on veut être ce facteur aussi par lequel le bien arrive. Sabab, en quelque sorte. Ahmed al-Nawalo, Hadchi, Sabab. Attends, reste sur ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu veux faire le maximum pour que si quelque chose peut arriver à travers toi, qu'elle arrive. Je veux être le tuyau. Si faut verser de l'eau, j'aimerais bien être le tuyau par lequel l'eau est versée. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que les gens qui sont à Sowit sont des gens qui sont animés vraiment par être le bien en fait qu'ils veulent voir. Ouais. Et ça, c'est important. Le deuxième lieu du monothéisme, c'est ma femme, globalement, qui me permet, à la fois parce qu'elle est coach, de bénéficier d'un coaching quotidien. J'ai beaucoup de chance. Elle a souvent organisé mon cerveau qui peut être en désordre. Tu sais, quand t'encaisses 10 coups de poing, le 11e peut être fatal et tu as besoin de quelqu'un, tu sais, comme dans le ring, qui te réveille, qui te met des baffes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a joué ce rôle et depuis toujours, d'ailleurs, depuis la prépa, depuis toujours.
Et mon associé, avec lequel, alhamdoulilah, on a eu la chance de construire une relation sans ego. On est co-CEO de cette boîte, on décide tout ensemble. Tout est exposé, discuté. L'ego n'a pas sa place. C'est cet étalon qu'il faut monter, dominer, qui fait foirer beaucoup de boîtes. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un de mûr et... Parce que vous pouvez tout vous dire, ça que tu dis, il n'y a pas d'ego entre... Tout. Et je pense que si j'étais investisseur, la première chose dans laquelle j'investirais, c'est 2 co-founders qui entretiennent une relation sans ego, qui couvrent 90 ou 100% de l'actif de la boîte, sans overlap, c'est-à-dire qui couvrent des sujets qui se rencontrent très peu. Ce serait ça ma thèse d'investissement si j'étais investisseur. Parce que tu dis qu'il faut couvrir un maximum de sujets parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Ouais, tu dois jouer arrière droit, défenseur. Ouais. Bien sûr, aujourd'hui, on a trouvé le product market fit des 2 sujets. On a des ressources excellentes. Je ne les citerai pas ici, ils se reconnaîtront. Je n'ai pas envie de me le faire shipper. Mais qui ont cette capacité à aujourd'hui emmener les 2 sujets beaucoup plus loin. Aussi bien en dev, en agronomie, en business. Mais je pense que ce qui me fait la stabilité, c'est mes points d'ancrage. J'ai un petit peu ce monothéisme pur qui se décline. Je suis assez puriste. J'aime beaucoup l'unité, j'aime beaucoup le 1. J'aime beaucoup que les choses soient organisées. Je ne mets pas de désordre dans ma life. J'ai une vie saine. Je suis très difficilement diverti par d'autres choses. C'est comme ça, alhamdoulilah. Peut-être que d'autres diront dommage pour lui, il n'a pas suffisamment de choses ailleurs, fun. Moi, je vis mon plaisir comme ça, dans cette verticalité. Et je dirais qu'il faut oublier le fait que la vie au quotidien, elle est équilibrée. Pour moi, elle est foncièrement déséquilibrée. Je n'ai pas d'équilibre. Mon équilibre, c'est mon point d'ancrage, c'est des garde-fous. C'est ce qui m'empêche de me noyer. Par contre, la vie au quotidien, elle est un déséquilibre. Le fait qu'aujourd'hui, on vive pour cette boîte, on l'assume. Le fait que l'intérêt de cette boîte prime sur notre intérêt, on l'assume. Et donc, je ne suis pas là à dire « ouais, perso, pro ». Non. J'ai une femme qui accepte le fait que c'est déséquilibré, qui simplement aide à rééquilibrer dans les moments critiques. Et des fois, ça peut être la santé parce que ça va fort. Des fois, ça peut être effectivement beaucoup de chocs en même temps. Mais la réalité, c'est que quand tu as le monothéisme pur, tout ça, c'est secondaire. Aussi vite que cette chose-là t'apparaît comme une montagne, aussi vite que la taille avec le reste t'apparaît très petite, incommensurable, et aussi bien qu'elle est relativisée, qu'elle apparaît simple. Donc je pense que tout est une question d'ordre des choses, de mesure. Et alhamdoulilah, je pense que voilà, j'ai la chance d'avoir une verticalité dans mon quotidien qui fait que, en vrai, il y a beaucoup de choses dont je m'en fous. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? Je pense que le seul sujet dont on n'a pas parlé et qui est critique, c'est peut-être l'investissement, les personnes qui ont été... Bien sûr, qui ont été importantes. Qui vous ont accompagné aussi. Je pense que si on n'avait pas trouvé un fonds comme MTech, Mriem Zairi en particulier, qui a cette capacité à convaincre des entrepreneurs que le Maroc peut leur offrir un avenir pour leur vision. Vous avez levé combien du début jusqu'à aujourd'hui? On a levé près de 5 millions de dollars. Je pense que ces investisseurs-là ont été importants. D'abord parce que c'est des investisseurs entrepreneurs, donc c'est des sales aussi. Ils prennent leur bâton de pèlerin, vont chercher les fonds. Je pense que c'est très important d'avoir des investisseurs entrepreneurs. Ensuite, parce que c'est des investisseurs value-driven. On avait des term sheets en France. On a choisi de venir parce qu'il faut faire des choix. Et on en discutait juste avant. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. L'intuition sensible au cœur vaut beaucoup plus que n'importe quel calcul. Et il y a cette intuition-là, et alhamdoulilah, je suis content d'être entouré de gens comme ça, qui ne tournent pas leur veste, qui sont cohérents même dans les moments difficiles, et puis qu'eux aussi sont portés par des gens cohérents. Je pense à la CCG, à Tim Wilcom, qui a fait beaucoup, Hicham Serghini pour cet écosystème. Je pense à IFC, Mriem Bennis. Bon, on ne pourrait pas tous les citer aujourd'hui, mais un entrepreneur sans son écosystème, c'est un fou.
Ouais. Mais son écosystème, il ne faut pas le pleurer, il faut le trouver. Et aujourd'hui, au Maroc, alhamdoulilah, personne ne peut se plaindre. Il y a plusieurs Maroc, on peut tout trouver. On peut trouver les gens qui vous accompagnent avec système de valeur 1, système de valeur 2, sans système de valeur. C'est la chance de vivre dans un pays qui est aussi divers. Et voilà, nous, on a trouvé ces gens-là et on continue de les trouver. Et quand la porte se referme, une de ces personnes est là pour la réouvrir. Et c'est aussi tout ce qui a été accompli leur revient aussi parce qu'ils ont su nous rendre résilients pour porter cette vision. Ouais. Et vu la difficulté de la vision, forcément, il faut s'entourer, bien sûr. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai beaucoup appris sur ce que vous faites, sur ton parcours, etc. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, tu reviens quand tu veux pour la suite. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas. Merci à toi. À très vite. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cet épisode et le partager à 2 personnes autour de vous. Ça nous aide beaucoup pour continuer à vous proposer des invités super intéressants. Merci et à la prochaine.